C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin sur notre antenne. Madame, monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. C'est 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Merci de nous retrouver. Bonjour au Cameroun, bonjour à la diaspora, bonjour à ceux et celles qui continuent de croire au Cameroun et bonjour à ceux qui se retrouvent justement dans les contenus que nous leur offrons chaque matin sur notre antenne. En compagnie de Charles Amel Batoum, Bonbon Ben Gankandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, nous sommes encore unis pour la même mission, madame, monsieur. La mission qui est de vous servir, de vous éduquer, de vous informer, mais surtout de créer en permanence cette reliance sociale entre vous et nous sur ce plateau chaque matin. Allez, bonjour à vous, mon Ben Gankandji, bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Même sans publication de banque, nous, on va épouser les femmes qui refusent. Parce que les premières auront refusé la polygamie. Celles qui refusent, même sans publication de banque, on va les épouser. Vous entendez très mal ce matin, hein, vraiment. Non, je ne pas. En Italie, les femmes très mal ce matin. Bon. Les Italiens défilent pour qu'on laisse leurs maris. Voilà, pour qu'on les femmes mariées laissent leurs hommes devenir polygames. Ouais. Ici, on refuse. C'est quoi cette histoire? Très bien. On en parlera. Bonjour à vous, Charles Amel Batoum. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour au délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral qui a organisé une opération de ratissage et qui a permis de mettre la main sur tous ceux qui vendent les cailloux, les comprimés, les drogues. Ça a porté les fruits. Bravo à vous. Finalement, on peut dire que le combat contre la drogue dans les cafétérias a commencé. On attend bien sûr de voir la suite parce qu'en réalité, on le sait, c'est un vaste réseau qui a une source véritable. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet, bienvenue ce matin. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent le programme. À peine, justement, les enfants sont en vacances que ça... Vraiment, ça fait de part dans les rues, dans les marchés et tout, de voir les enfants avec moins de 5 ans, vraiment un peu plus, 10 ans, 12 ans, avec des plateaux par-ci pour vendre vraiment des choses et tout. Il faut que les parents se posent quand même quelques bonnes questions. Parce qu'il y a trop de risques tout autour. Et moi, ça me fait de la peine. Enfants vendeurs dans la rue, ils sont très nombreux en même temps. Rappelons que les gens sont diminués au Cameroun. Michel, c'est ça qui choque. On en parlera tout à l'heure. Rassurez-vous, une question réelle entre la population et le peuple aujourd'hui. Quel élément de civisme devra-t-on y mettre dans ces deux éléments? Bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengelek et bon début de semaine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier à toutes les personnes qui ne se cachent plus pour exprimer leur aversion pour certaines tribus. Nous saluons Coco Argenté ce matin, si elle nous écoute, fièrement. Allez, l'émission, c'est 10 le Zénith. Laissez-nous bien sûr vos commentaires, quoi qu'il en soit, sur la page Equinox TV. Pour ceux qui trouveraient bien sûr l'intérêt à le faire rapidement, laissez-nous vos commentaires ou encore allez sur Equinox, du moins 10 le Zénith, justement sur Facebook. Laissez-nous également là-bas vos commentaires. Un contact s'affichera tout à l'heure à l'écran. Restez des nôtres. L'histoire ce matin, Dominique. Oui, avant de décliner l'histoire, il faudrait dire aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'envoyer votre problème par n'importe qui sur le plateau, comme l'histoire de ce matin qui m'a été rapportée par Michel. C'est l'histoire de plusieurs enfants qui cherchent des voies et moyens pour amener leur papa à sortir de ce qu'ils ont appelé des dettes qu'ils contractent partout. Des enquêtes au niveau de la famille font état de ce que leur père ne fait rien avec cet argent-là, mais pourtant à la maison il s'occupe de tout convenablement, sa famille, mais sauf qu'il est toujours en train de fuir les gens à la maison. On a il se retrouve constamment au commissariat, il se retrouve dans des brigades parce que les gens les conduisent à cause de la multitude de ces dettes. Et lorsque on regarde les reconnaissances de dettes, c'est énorme et difficile à supporter. Aujourd'hui, ces enfants ont une crainte, c'est que leur père meure d'une mort bizarre et qu'on ne puisse l'en sauver, ou alors qu'il se retrouve en prison à cause de ces nombreuses dettes. Donc, les enfants veulent comprendre ce qui se passe et justement, ils ont peur d'affronter, ils ne savent pas comment affronter leur papa, comment aider leur père à sortir des dettes. Comment bien sûr aider leur papa à sortir des dettes? C'est une question qui est bien sûr posée ce matin et Dominique Audrey l'a très bien dit. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Pour ceux qui peuvent nous repérer sur les réseaux sociaux, on va lui communiquer comme à l'accoutumée. Et elle choisira ce qui semble être intéressant pour ce plateau et on en parlera. Parlons encore de dettes. Des parents endettés, mais surtout des enfants qui veulent savoir comment aider papa à sortir de ses dettes et de retrouver sa personnalité de père. Et surtout d'arrêter de fuir en permanence. Ils ont peur que papa se retrouve un jour dans un commissariat ou encore qu'il finisse sa vie en prison. Ils sont également nombreux les pères qui nous regardent ce matin et Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils risquent au quotidien pour donner le meilleur à leur famille. Bonbon Ben Gankandji,
C'est une situation assez particulière également parce que vous aussi, vous êtes père et vous connaissez des papas certainement dans cette situation aujourd'hui. Oui, je vois là des enfants soucieux de leur papa, tout le contraire de ceux qui attendent la mort de leur papa pour se discuter les biens. Mais bon, l'histoire ne nous dit pas si ces enfants travaillent ou s'ils sont encore à l'école, ainsi de suite. Mais au moins, il y a ce souci-là. Deuxièmement, on a le souci d'un parent qui voudrait participer au bien-être de sa famille. Donc, il s'endette sûrement que les revenus Il est commerçant. Voilà. Oui, ces revenus ne parviennent pas à subvenir aux besoins de la famille. Il s'endette, il lance le commerce pour qu'il ne chute pas, il entretient la famille et tout. Donc, c'est donc ici que l'expression « le salut est collectif » tient tout son sens. Oui. Le salut est collectif, les enfants devraient d'abord se référer à leur maman en leur disant « on est au courant, eux ils ont honte de cette situation-là parce que papa se bat pour tenir ». Mais le fait de traîner papa devant les brigades de gendarmerie, des commissariats de police n'est pas réduisant pour eux. On fait comment? Maman porte l'affaire donc au niveau de la famille. On essaye de voir quelle est, parce que le papa a un comportement que tout le monde devrait avoir. Donc il se Les enfants soucie de disent sa avoir famille. peur d'affronter papa pour lui en parler. On n'affronte pas papa, on dit à maman. On dit maman, on ne comprend pas. Parce qu'en fait, ça se passe comment? C'est papa qui laisse l'argent à maman pour la sûreté, pour la cuisine, pour. Papa, il peut lui arriver de garder quelque chose aux enfants. Voilà comment un vrai bantou. Ici, c'est que c'est maman qui éduque. Donc, je dis que papa laisse ceci. Donc, on porte d'abord l'affaire auprès de maman. Parfaitement. Maman va vous donner une explication. Maintenant, puisque l'objectif, c'est de sortir papa des dettes, donc c'est une situation inconfortable, c'est une situation honteuse, et maman pourra donc porter l'affaire auprès du chef de famille, en lui disant, ton frère ou ton fils risque la prison parce que. Mais au moins, son argent n'est pas dilapidé pour chercher les femmes, pour la bière, c'est vraiment pour nous entretenir, mais ses revenus ne sont pas assez élevés pour subvenir à nos besoins. Il est obligé de s'endetter. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Là, la famille se mobilise et soit paye les dettes de ça et lui donne un coup de main pour que son commerce... Mais toutes les familles ne sont pas nantis, bon Benga. Nantis ou pas, il y a d'abord la famille. S'il tombe là maintenant, c'est sûr, les obsèques vont coûter des millions. Les gens vont cotiser, oui, les obsèques, il faut acheter un cercueil de 300 000, il faut acheter. Donc, mieux vaut donc s'organiser. C'est justement, quand on dit il y a 3 proverbes qui fondent Bantou, on dit il n'y a de richesse que d'hommes. Et quand vous avez ces hommes, vous devez les mouler, vous entretenez, donner une éducation. Après, vous les situez. Ça renvoie à 3 autres orientations aussi. On dit la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Tu veux dire? Donc chacun organise sa vie au niveau où il est. L'éléphant a besoin de manger tout un grand champ, mais la souris, 3 graines d'arachide suffit. Donc lui, son statut ne nécessite pas de gros moyens. Donc la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Mais maintenant, on dit aussi, on s'aide entre la famille. On dit Gwelna Lengunyol. Bon, ça veut dire quoi? C'est une expression qui veut dire que les toits de la maison en paille, on disait, donc vous voyez les bambous qu'on faisait pour les connecter, pour faire la toiture de la maison. Donc en fait, on les attachait avec les lianes, avec les tubes pour poser les nattes dessus. C'est ça en fait. On restait liés quoi. On reste liés. Très bien. On reste liés. Donc c'est ça, il faudrait que nos familles reviennent à ces fondamentaux-là. Alors Bonbon Bengan pense qu'il faudrait que les familles reviennent à ces fondamentaux. Isabelle Caron-Zoupet, c'est raisonnable quand même que les enfants cherchent des voies et moyens pour permettre à leur papa de retrouver toute sa dignité et d'en sortir. Alors, maman, c'est la piste que maman propose. Les enfants ne peuvent-ils pas également se faire entendre d'une certaine façon et amener papa à retrouver le chemin qui aurait été
l'idéal pour toute la famille aujourd'hui? Votre commentaire? Mais moi, je veux, parce que il y a des choses que j'aurais peut-être souhaité comprendre, peut-être que les raisons. Ils s'endettent pourquoi? Est-ce que c'est pour ramener l'argent à la maison? Est-ce que c'est pour faire autre chose avec? Est-ce que c'est pour la survie il est commerçant. Hein. des enfants? Il est commerçant, on est d'accord. Maintenant, s'il s'endette, c'est pourquoi? On veut savoir, parce que si on est commerçant, ça veut dire qu'on mène une activité, ça veut dire qu'on a des revenus journaliers et tout. Donc, maintenant, on veut bien savoir pourquoi est-ce qu'il prend celui de s'endetter. Est-ce qu'il veut aller au-delà de ce qu'il a? Est-ce qu'il veut avoir un niveau de vie très élevé? Est-ce que c'est un papa qui est complexé? Parce que, excusez-moi, il y a des hommes qui sont comme ça, ils sont complexés, voilà, parce que son voisin au marché a ceci ou cela, lui également a envie d'avoir ça, parce que l'enfant du voisin fréquente à telle ou telle autre école, il a besoin de ça. Or, le statut qu'il a, l'emploi qu'il a ne lui permet pas de s'offrir ce standing de vie. Parce qu'on est tous comme on est, mais chacun a son niveau de vie. Chacun en fonction, bien sûr, de ses revenus, de sa poche, de ses moyens, de sa famille. Maintenant, s'il n'a pas les possibilités d'avoir ce niveau, pourquoi il ne le fait pas avec les moyens de bord? C'est pour ça que je rejoins Bambo quand il parle de la souris et de l'éléphant, qui chacun a son couloir et chacun devrait s'évertuer à pouvoir respecter cela. Contracter des dettes n'aide pas les enfants, bien au contraire, ça les enfonce, on est en train d'aller de mal en pire. Maintenant, si on a une femme à côté qui n'est pas productive, parce qu'au nom de ce qu'on est, monsieur tel, on a estimé que non, madame, je ne veux pas que tu travailles, tu vas rester à la maison, tu vas me faire des enfants, tu vas t'occuper de moi, tu feras à manger et tout. Ben, aujourd'hui, il faut donc bel et bien assumer, parce que si on avait un homme qui mettait sa femme à contribution, parce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on évolue montre très bien que, qu'on soit là à l'école ou pas, on peut avoir une place dans la société, une place de choix même d'ailleurs. Ça veut dire que quand on épouse une femme, qui soit là à l'école ou pas, elle peut être productive si et seulement s'il y a un peu de volonté qui l'habite et si elle a également à côté un homme qui l'encourage. Parce qu'il y a des hommes qui ont toutes les passions du monde, les femmes justement qui sont tellement déterminées, qui sont entreprenantes et tout, mais qui ont le malheur de croiser des hommes qui sont amorphes, qui ont le malheur de croiser des hommes qui ne veulent pas leur progrès, qui ont le malheur d'avoir des hommes qui ne veulent pas leur épanouissement, qui ne veulent pas voir leur femme jouir d'une certaine façon, ce qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, il s'endette, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même et il met en difficulté ses enfants parce que ses enfants savent effectivement, si papa ne fait pas, demain sera nous qui serons obligés de payer le prix fort. C'est tellement compliqué. Vous évoquez justement là, on va dire, un versant assez intéressant. Est-ce que les enfants ne craignent pas pour leur avenir? Parce que papa peut décéder et laisser des enfants sous des dettes colossales et qui soient de nature à ne pas être payés. Il va également et qui va retomber sur eux, justement. Il va également de la bénédiction de la famille. Observation. Oui. Et si papa part là maintenant, on va dire qu'il a laissé les dettes, vous allez devez les régler. On fait comment dans ce cas? Parce que les enfants, on propose que les enfants aillent voir maman et que maman ramène le problème au niveau du chef de famille. Si le chef de famille n'est pas réceptif, ça peut encore être un autre blocage. Mais est-ce qu'au niveau de la cellule familiale, les enfants de fil à aiguille, techniquement, stratégiquement, ne peuvent pas porter leur projet auprès de papa? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une technique que vous pourrez proposer? Oui, je crois que là maintenant, il y a une approche qu'il faut adopter forcément, où les enfants sont obligés d'avoir une certaine posture vis-à-vis de leur père, parce qu'il en dépend également de leur avenir. Parfait. Aussi bien pour eux que pour leur maman, que pour le père en lui-même. Parce qu'à un moment donné, à défaut peut-être, parce qu'on parle non, si papa n'est pas là demain, il peut également aller en prison, hein. Oui, il peut également passer la vie, le restant de ses jours derrière les barreaux. Et vous voyez qu'il va compliquer davantage la vie de la famille. Donc je crois que les conséquences sont énormes. Et le malheur, c'est que les conséquences ne touchent pas seulement le monsieur, mais toute la famille en question. C'est pour ça que je dis, il faut que les hommes arrivent à comprendre que lorsqu'on décide de s'unir, vraiment il faut s'unir pour de vrai, impliquer la femme, lui donner la place qu'elle doit avoir, vraiment, et lui donner toutes ses honneurs. On a exclu la femme ici. On n'a pas exclu, mais on parle de ce que monsieur... Quand monsieur commence à s'endetter et tout, ça veut dire que vraiment... C'est lui, il est le seul sapeur-pompier de la famille. Les femmes et c'est à tort. Des problèmes. Non, ça veut dire qu'il est le seul sapeur-pompier de la famille et c'est à tort. Ouais. Voilà. Donc vous estimez que la femme n'est pas suffisamment impliquée? Oui, dans un couple, les deux partenaires doivent être capables de gérer un incendie. Ça veut dire que si monsieur est dans l'incapacité, moi qui suis son épouse, je dois avoir le minimum de possibilités de lui apporter un soutien. C'est de ça qu'il est question. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Alors, cher Amem Batou, Isabelle Karo pense bien sûr que l'homme n'aurait pas suffisamment impliqué sa femme pour en arriver à ce niveau. Croyez-vous justement que ce soit un alibi ou un argument nécessaire dans la recherche d'une solution à ce problème posé ce matin? Alors, monsieur Michel Ngachou,
je vois le problème sous un tout autre angle. Ce monsieur souffre d'une malédiction, comme beaucoup de Camerounais souffrent de malédiction. Vous savez, quand vous allez chez les musulmans, vous allez dans la boutique des Aboki, vous allez dans la boutique d'Adamou, tout ce que vous voulez. Lorsque vous payez quelque chose chez un musulman, il vous rembourse. Si c'est 15 francs, il ne dort pas avec vos 15 francs. Il vous rembourse votre argent. Le musulman ne doit pas. Et même s'il vient à vous devoir, c'est qu'effectivement, en ce moment, il n'a pas d'argent. Lorsque vous revenez, il vous dit, j'avais votre argent, tenez. Mais qu'est-ce que nous avons avec les commerçants? Je commence par les bensikineurs, c'est des bandits. Certains bensikineurs sont des bandits. Permettez-moi, on a soulevé un sujet. Il faut en débattre. Oui, mais quand vous prenez un bensikineur, monsieur Michel Gatchou, vous prenez un bensikineur, vous lui dites 200 dans 500 pour, je ne sais pas moi, école publique. Vous arrivez à la public, dites, grand, je n'ai pas d'argent, vraiment. Il me reste 150, je fais comment, grand? Vous allez prendre vos 500 pour faire le tour d'école publique, vous lui dites, laissez partir avec. Mais il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire, tu ne feras plus jamais rien avec de l'argent. Comme tu as voulu m'escroquer, tu ne feras rien. Et vous avez donc cette classe de bensikineurs qui, à longueur de journée, vous dit, j'ai 25 000, je travaille 15 000, alors qu'il en a. Vous avez des commerçants qui font pareil. Avec l'argent des gens, où vous venez payer, la personne lui dit, ok, c'est moi que tu as frappé, non? Tu crois m'avoir frappé? On va voir ce que tu feras désormais avec l'argent. C'est ce qu'on appelle donc chez les Bantous le phénomène de main trouée. Vous avez l'argent, vous ne faites rien avec l'argent. Vous vous endettez, vous prenez à gauche, vous prenez à droite, vous ne faites rien avec l'argent, dit main trouée, main percée. Ouais. Et les commerçants en souffrent énormément parce qu'ils ont ce jeu, le jeu de la duperie, le jeu de la roubladise. C'est vrai que c'est reconnu, c'est un marché, je te propose, on discute, mais il faudrait un brin d'honnêteté à l'intérieur. Donc vous avez donc des gens qui brillent par ce type d'attitude. Conséquence, il est tombé sur une mauvaise personne, comme celui qui a volé le téléphone de Mbambok. Mbambok a dit, ok, comme tu as volé mon téléphone, va avec mon téléphone, je te souhaite bonne chance. Sauf que jusqu'à ce moment, c'est lui qui cherche Mbambok pour le retrouver. Donc c'est pour dire, monsieur Michel Gatchou, qu'il y a des malchances que vous portez dans vos vies à cause de 20 francs, à cause de 50 francs, à cause de 100 francs. Parce que là où vous méprisez, c'est là où quelqu'un tient à cœur. Il s'arrête là. On le voit généralement dans les agences de voyage. Quand on dit remboursement, le chauffeur doit là-bas trouver le remboursement. J'ai dit, mais va alors chercher. Donc il peut s'être retrouvé dans cette situation. Il y a un problème. Autre chose, ce n'est pas aux enfants. Je dis bien, ce n'est pas aux enfants de se placer toujours en avant. Et Mbambok l'a dit. Vous avez plusieurs personnes qui sont dans la chaîne, monsieur Michel Gatchou. Arrêtez ces différentes choses qu'on voit souvent dans des familles, beaucoup de familles où, dès qu'il y a une situation, c'est les enfants qui sortent, qui font le bouclier. Vous ne pouvez rien. Les enfants ne peuvent pas prendre la parole. On va demander qui est le chef de famille. Il y a quand même un mécanisme mis en place. Quand le chef de famille n'est pas là, qui peut parler? Lorsque la gendarmerie, lorsque la police, lorsque les tribunaux, on demande toujours ces personnes. Donc vous les enfants gueulez, commencez par cette chaîne. Les amis, vous avez des amis, des papas, son papa, le papa a des amis qui sont intimes. Parce qu'il y a des messieurs aussi qui vivent, il faut le dire, sans montrer les amis à leur papa, à leurs enfants, en disant que comme tu vois, voici mon ami, si jamais il y a n'importe quoi, va le rencontrer. Au Cameroun aujourd'hui, c'est les amis du bar, c'est les amis de bar, les enfants ne maîtrisent rien. Non, les enfants doivent suivre cette procédure. Alors, je voudrais vous relancer, Chalabert. Vous avez parlé du phénomène de la main trouée. Percée également. Très jeune également, on entendait cela, où des personnes vous faisaient savoir qu'il a de l'argent, mais on ne sait pas s'il fait de cet argent. Et on vous dit qu'il a une main trouée. Ça, c'est réel, ou percée. Comment fait-on pour réparer justement ça? Aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes Bantou, il y a une solution? Oui, il y a des solutions, mais on ne peut pas les donner là à la télé. Si vous avez contracté des dettes de 50 francs auprès de 1000 personnes, vous les retrouverez? Monsieur Michel Gatchou, il faudrait d'abord qu'on fouille, qu'on détecte la personne. Parfois, vous allez quelque part, on vous dit que vous avez pris l'argent de quelqu'un, vous avez par devant vous l'argent de quelqu'un. Il faut rembourser.
vous dites, ok, je suis prêt à rembourser, on dit, allez dans un carrefour, faites à manger, donnez à manger aux gens. Le fou, si un fou passe, il prend, c'est bon. Si un fou ne passe pas, vous allez aller de carrefour en carrefour. Il y a plusieurs méthodes à travers lesquelles on peut vous dire, ou rembourser, réussir à reconnaître la personne, vous dit, allez rembourser, vous avez pris un mauvais argent. Vous savez, tous ceux qui viennent vers vous, vous avez des gens qui vont vous dire, si je te donne l'argent, vous avez parfois au marché. Je vais vous raconter des scènes. Au marché, parfois, puisqu'il est commerçant, vous avez des gens qui arrivent, il met l'argent dans la main, la poche gauche, il sort l'argent pour vous donner. Ne prenez jamais, on ne garde pas l'argent dans la poche gauche. Ça se garde. Même les gauchers utilisent le droit pour toutes les transactions financières. Donc il y a ces choses qui se passent et je peux vous assurer qu'il a été soit victime de ça, soit il est tombé sous le coup de la rétention de la chose d'autrui et la personne lui a dit, ok, tu vas voir ce que tu vas voir. Et je vous assure, il ne fera rien. Montez, vous descendez, il va s'endetter comme prévu et on va toujours lui donner. Et le drame, c'est qu'on va toujours lui donner. Et il n'en fera rien avec. Dominique Audrey, quel est bien sûr votre commentaire à l'histoire de ce matin? Comment peut-on aider les enfants à retrouver leur dignité auprès de leur papa? Et Isabelle Caro a elle a carrément indexé la maman en espérant qu'elle pouvait peser de tout son poids. Vous, qu'est-ce que vous en dites, vous? Je crois simplement qu'il n'y a pas 36 solutions, que ces enfants doivent prier. Il y a deux psaumes qui sont puissants dans ce cas, des psaumes de délivrance. On a le psaume 143 où on mentionne « Le Seigneur est ma forteresse » et tout. Vous devez lire ça, prier pour votre Père, et également le psaume 91 qui pourront vous aider, vous, votre famille, pour pouvoir sortir votre Père de ce qu'on pourrait... Bon, maintenant, malheureusement, je ne maîtrise pas les sourates. Ils devront simplement se rapprocher d'un imam qui pourra les guider dans ce sens-là. Pour moi, la seule solution reste et demeure dans le Seigneur. Donc, rapprochez-vous d'un prêtre ou d'un pasteur, ou à défaut, en attendant, allez parcourir ces deux psaumes, psaumes 143 et 91, ils pourront vous aider. Alors, vous croyez justement que c'est la solution? Il y en a qui ne croient pas. Moi, je parle pour ceux qui croient. Lorsque quelqu'un pose son problème... Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne croient pas? Je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas religieux. C'est que je n'ai pas la solution. Donc, vous n'avez pas de solution à ça? À ceux-là qui posent le problème, moi je m'adresse à eux, je ne m'adresse pas à ceux qui n'y croient pas. Lisez les deux psaumes, rapprochez-vous d'un prêtre ou d'un exorciste. Si vous croyez que c'est mystique, faites-le. Si c'est un problème psychologique, rapprochez-vous d'un psychologue tout simplement. Mais Dieu est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Il pourra vous aider, vous et votre famille, à sortir de ce guêpier. Chacun ses arguments, hein, M. Mbatoucha Lamel. Dominique a ses arguments. Vous savez, quand vous assistez à tout le cérémonial chrétien, que ce soit protestant, il y a d'abord un premier acte, si je ne me trompe, l'acte de contrition. On commence par demander pardon. Qui demandera pardon pour lui? Prier va aider quelqu'un qui n'a pas pris sur lui de faire son mea culpa, M. Michel Ngachou. Ça pourrait commencer Même par les là. messes, on commence toujours par le je confesse à Dieu et tout ça. Je commence d'abord par reconnaître M. Michel Ngachou. Peut-il avoir action? Je veux savoir, parce que généralement on dit prie pour lui. J'ai l'impression que c'est de l'eau qu'on envoie sur les plumes d'un canard. Personne n'interroge vos pratiques, monsieur. Pardon? Non, je n'ai pas interrogé les pratiques, mais je suis en train de dire que tout commence par le mea culpa, la reconnaissance d'abord. Oui, parce que vous avez des familles dans la pratique, dans les pratiques bantou, on reconnaît d'abord. On reconnaît d'abord. C'est pour ça qu'on dit on reconnaît d'abord. Le pasteur va ils ont pris ça chez nous. Dans ce sens. Ah, le pasteur va prier. C'est lui qui va casser tout. Bravo. Merci. Allez, l'émission se poursuit, madame, messieurs. Les arguments peuvent bien sûr s'entrechoquer sur le plateau. On attend également les vôtres. Le contact est affiché au bas de l'écran. Laissez-nous vos SMS. On vous lira tout à l'heure. Tout de suite, la colère. Signé Charles Membachou. Je m'interroge ce jour sur la question du scandale lié à l'organisation des examens dans ce pays. Que s'est-il passé lors des examens, avant, pendant les examens? Telle est la question que tous se posent. Comment comprendre la négligence dans l'organisation des examens sur l'ensemble du territoire depuis bientôt 2 ans dans ce pays?
L'an passé, il s'agissait de fuites de sujets dans plus de 3 matières qui ont conduit à l'annulation des examens obtenus par certains candidats. Cette année, c'est plutôt l'approche par objectif, vieille méthodologie pratiquée au sein du système éducatif camerounais. Qu'est-ce que Madame le ministre Pauline Alova-Lyonga voudrait prouver au sein de son département ministériel? Question. Comment comprendre le lancement tardif des épreuves dans certaines régions de ce pays, Yaoundé inclus? Savez-vous que dans le département du Mungo, l'on a enregistré une arrivée tardive des épreuves de plus d'1 heure de temps qui ont impacté véritablement dans les centres d'examen? Question. Comment comprendre que certains responsables des centres d'examen ont été obligés de se rendre en Konsamba, décharger par eux-mêmes les dites épreuves? Où étaient les chargés de mission? Question. À Douala, par exemple, certains proviseurs, chefs de sous-centres d'examen, ont dû courir vers la délégation régionale du ministère des enseignements secondaires afin de tenter d'avoir des épreuves. Chose impossible, ils n'ont rien eu. Les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général sont restés jusqu'à 20 heures pour passer les épreuves. C'était le cas notamment au sous-centre de Matom, dans le département d'Union Ekele, dans le centre. Du lycée Leclerc, Jean Tabi, la retraite, collège François-Xavier Vogt, en passant par d'autres établissements scolaires de référence au Cameroun, Yaoundé, Bafoussam, Douala, tout le monde s'accorde à reconnaître que les épreuves des examens 2021 ont été tout sauf des examens ou des épreuves au programme. Comment comprendre la nouvelle trouvaille de Madame Nalova? Envoyer les épreuves par WhatsApp afin qu'ils soient tirés. Vraiment. En 30 minutes, peut-on tirer des épreuves pour près de 75 000 postulants ou candidats à certains examens? Question. Où étaient les chargés de mission? Va-t-on chercher à nous faire croire qu'on a cherché à tordre le cou aux fraudes? Sinon, ça c'était véritablement une autre aubaine pour permettre à ce que l'eau coule. Les épreuves de mathématiques, ou alors, comment comprendre que les élèves ont été évalués dans certaines épreuves sur une méthodologie qui n'était pas au programme? Les épreuves de mathématiques, histoire et géographie proposées aux candidats de série A ne relevaient pas des unités d'enseignement connues au Cameroun. Pourtant, en début d'année, on s'évertue à donner ou à prescrire aux enseignants l'ensemble des matières et les techniques pour pouvoir dispenser les cours, ce qu'on a appelé les APC, approche par compétence. On est donc passé cette année aux examens de l'approche par compétence à l'approche par objectif. Comment comprendre que les élèves peuvent être interrogés sur une approche qui ne leur a pas été enseignée? N'y a-t-il pas lieu, Madame le ministre, de prendre votre bic rouge et de reprocéder à l'annulation? Question. Comment comprendre ces manquements sur la constitution des épreuves d'histoire-géographie, d'éducation à la citoyenneté et à la morale et des mathématiques qui ont été observés au cours de cette session? Comment comprendre que lors du déroulement des examens de l'enseignement technique, certaines épreuves ont manqué simplement? Ils ont dit qu'on a donné avec un grand retard une épreuve de mathématiques d'une session antérieure. Il faut le dire, ça c'était pour la filière IH, pour combler l'absence des épreuves qui ne sont pas arrivées. Savez-vous que certains ont eu à gérer concomitamment dans leur centre d'examen les opérations de certificat d'aptitude professionnelle, sciences et technologiques du tertiaire, ça c'est CAP STT, dont la programmation est plus exigeante? Question. Il faut qu'on se la pose. Quel crédit faudra-t-il accorder à une évaluation certificative faite avec des sujets multipliés partout, par des mains inexpertes, lancée avec des décalages horaires importants sur l'ensemble du territoire? Qui va payer les coûts de reproduction générés par cette nouvelle option? Savez-vous que les enseignants, quant à eux, ont été surpris par ces épreuves qui ne répondaient pas aux normes prévues par la réglementation en vigueur?
Quelle est l'identité de l'homme qui a proposé ces épreuves? D'ailleurs, n'ayons pas peur de dénoncer sur le manque de professionnalisme de l'OBC, Office du baccalauréat du Cameroun. Savez-vous que la sélection des sujets requiert des propositions faites depuis les lycées et collèges? Là, ce sont les animateurs pédagogiques qui sont à l'ouvrage. Après, des concertations sont ouvertes avec l'appui des enseignants qui enseignent la même discipline aussi bien dans les universités que dans le secondaire. L'inspection générale des renseignements ou des enseignements se fait assister par les enseignants du supérieur, sélectionne alors 12 sujets par matière. Ces sujets seront mis à la disposition de l'Office du baccalauréat du Cameroun qui a le devoir d'opérer le choix pour l'examen. Est-ce que cela a été fait? Question. La preuve, dans les années antérieures, les copies étaient scellées et ouvertes en salle de classe devant les candidats pour vérification des scellés. Il est temps que l'on cesse dans ce pays de réduire à zéro le travail des enseignants qui se sont donné corps et âme, sans prime de correction et de délibération et avec des salaires dérisoires, à inculquer à leurs apprenants une méthodologie et des préceptes pourtant normés et préconisés par le ministère des enseignements secondaires, et que ce soit encore ce même ministère qui bafoue après, avec la plus vile des injonctures, ses propres recommandations, ses propres textes. Alors, Madame le ministre, vous êtes appelé à vous sanctionner vous-même et à sanctionner tous ceux qui ont travaillé dans cette chaîne. La colère encore ce matin, signé Charles Mbachou, madame, monsieur. Des questionnements intéressants à l'instant et ça ne finit pas. On se demande toujours pourquoi jusqu'à présent, Pauline Nalouva-Yonga n'a toujours pas rendu son tablier avec tout ce qu'on lui connaît depuis un petit moment. On dirait depuis son passage au sein du ministère des enseignements secondaires et les scandales qui vont de scandale en scandale. Voilà, beaucoup de répétitions autour de ces derniers. Mais la question concernant l'organisation des examens au Cameroun, notamment le baccalauréat 2021 et même le probatoire, des points de vue divergents commencent effectivement à naître autour. D'aucuns se disent que Pauline Nalouva-Yonga, oui, professeur Pauline Nalouva-Yonga, je vous en prie, est nommée par décret présidentiel. Le directeur de l'EBC est nommé par décret présidentiel. Finalement, qui rendra compte à qui dans cette histoire? Est-ce que vous comprenez grand chose à ça, Isabelle Carozupet? C'est quand même depuis des semaines que ça dure. La semaine dernière encore, des cours, je veux dire des examens ont dû s'achever à 21h dans certains centres d'examen au Cameroun. C'est du jamais vu quand même. C'est inédit, quoi. C'est inédit. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut justement suivre ou encore écouter ce genre de situation. Et jusqu'ici, on s'attendait à ce que justement le MINESEC essaye de rompre avec le silence. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas... Elle a rompu. De réaction. Elle a fait une réaction dans Cameroun Tribune où elle fait savoir que pour elle, il n'y a pas de problème aux examens cette année. Hein. Mais c'est-à-dire qu'une telle réaction, c'est comme si on était en déphasage. C'est-à-dire que c'est comme si elle était sous d'autres cieux et nous vraiment ailleurs, sur un autre nuage. Oui, on a l'impression qu'elle est plutôt ministre ailleurs et pas au Cameroun. Mais Michel Ngacho, comment vous expliquez que votre enfant rentre à la maison à 20h, 21h parce qu'il sort d'une composition? Non, dites que les parents inquiets sont allés chercher les enfants. Voilà. Pour se rassurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour un examen, pour un probatoire, pour un bac, vous rentrez à 7h par rapport à quoi? Parce que l'épreuve arrive en retard. Maintenant, il faut faire l'inverse. Quand un candidat arrive 15 minutes après le début d'une épreuve, il n'est plus admis en salle. Du tout. Ça, il faut le savoir. 15 minutes après le début d'une épreuve, peu importe l'argument, je veux dire, on ne veut pas savoir. Mentir, hein. Vous allez attendre, ça sera une année blanche. Mais maintenant, quand ce sont les épreuves qui arrivent en retard, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on nous dise. La décision également qu'on prend. Parce que l'enfant qui est préparé à recevoir une épreuve de français à 8h a besoin de passer l'épreuve de français à 8h. Une épreuve de mathématiques, quand on vous donne à 14h, vous n'êtes plus dans le même état d'âme. Vous n'avez plus le même esprit pour pouvoir aborder l'épreuve. C'est tellement délicat en matière d'examen. C'est pour ça que dans le programme qu'on donne aux élèves, on met chaque matière en fonction des heures. Il y a des matières qu'on choisit de mettre le matin. Sciences, physique, il y a des matières qu'on choisit de mettre le matin, des matières qu'on choisit de mettre dans l'après-midi, et le soir on ressort avec un truc peut-être comme ECM et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a une belle classification qui soit faite. Mais maintenant, qu'on arrive à bouleverser cela, et en plus de la pire des façons, parce que les épreuves soient arrivées en retard, parce que les épreuves ne soient pas disponibles, parce que c'est via WhatsApp. WhatsApp cherche quoi dans ce livre?
vraiment, ça dit que... Vous faites le trait d'union avec WhatsApp. Souvenez-vous que l'année dernière, il y a des candidats qui ont été exclus des salles de classe, qui d'ailleurs n'ont pas eu leurs examens parce qu'on estime qu'ils sont passés les épreuves via WhatsApp. Ça inspire. Alors, finalement, est-ce que ça n'inspire pas pour reprendre Charles Battu? Vous avez dit à l'autre que vraiment on a retiré son baccalauréat parce qu'il y a eu fraude et tout, c'est lui qui balançait les épreuves via WhatsApp à ses camarades et tout ça. Mais si c'est maintenant vous qui venez l'année après faire pareil, finalement qui doit-on sanctionner? On n'a qu'à remettre à ce jeune garçon son diplôme de baccalauréat et qui continue à l'université. C'est ce qu'il faut faire, c'est de bonne guerre. Parce que c'est très facile de punir un jeune homme qui était déjà prêt à entrer à l'université, dont les parents ont peiné et tout, de venir dire un bon matin, non, sache que tu n'as plus ton examen de baccalauréat et tu es suspendu pour 3 années. C'est tellement dur à avaler pour des parents qui ont pris la peine d'envoyer la foi à l'école, qui ont tout sacrifié pour ça. Et qu'au bout du compte, on dit non, voilà, tu es sanctionné pour ceci. Encore que ce n'est pas lui, quand on parle même de l'eau, entre guillemets, c'est pas chez lui que sa source commence. C'est-à-dire que ça, il y a bien en amont. Vous comprenez que dans un scandale pareil, je prends encore le cas le plus récent concernant le probatoire au Cameroun, pour l'enseignement général, que la ministre ne soit pas sortie, même pour faire un point de presse justificatif, pour dire aux Camerounais, aux parents qui peinent au courant de l'année à trouver de l'argent pour inscrire leurs enfants, ce qui s'est passé. Comment vous expliquer en même temps que même le Premier ministre n'ose même pas lui faire une injonction en ce sens-là? Non, la ministre a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème, vous sortez faire quoi? Ah bon? Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais les parents voient des problèmes aujourd'hui. C'est vous là-bas. Lui, elle ne voit pas de problème. Alors, vous voulez qu'elle sorte. Comme quoi, on s'en fout. C'est ça. Je ne sais pas. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ouais. Donc, elle ne peut donc pas sortir. Pour vous dire qu'il n'y a pas de problème. Mais attendez. Mais de qui se moque-t-on alors? Mais finalement. Voilà. Donc, c'est à vous. Bon, Bengan, puisque le fait est devenu, ça crée débat au sein des familles, puisque vous avez parlé de Bengan, et même parmi ses élèves. Souvenez-vous qu'avec le baccalauréat, l'approche par compétence, l'approche par objectif, des enseignements qui n'ont pas eu au courant de l'année, comment peut-on évaluer les enfants sur ces approches alors qu'ils n'ont pas été, je vais dire, tenus au courant de l'année sur ces approches-là? Quand ces histoires sont arrivées, je me suis rappelé du motif qui a amené à la condamnation de Marafa Amidou Yaya. On a dit complicité philosophique, quelque chose comme ça. Complicité intellectuelle, un motif qui n'existe pas dans le code pénal. On me suis dit, le règlement dit que les candidats aux examens peuvent intervenir par requête. Ils ne peuvent pas. Mais maintenant, il y a un préjudice. Ils peuvent se constituer partie civile. Et les parents, non. Je me suis dit, est-ce qu'on peut susciter les plaintes collectives des présidents des élèves, parce qu'il y a des coopératives scolaires. C'est ce que, enfin, j'imaginais une formule pour que les élèves se constituent partie civile et intentent un procès. Oui, absolument. Absolument. À qui? À la ministre, à l'État, au gouvernement, à Paul Biya? À la ministre, c'est la ministre qui gère, et même à l'État du Cameroun. Parce que l'histoire évolue par les crises. On vous craint qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Vous devez donc, maintenant c'est un peu compliqué, mais parce que les parents, ils peuvent le faire pour les enfants mineurs, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas prévu, mais il faut faire quelque chose de toutes les manières. Parce qu'en fait, il y a eu un mauvais casting dans le choix, pour le choix de Pauline Alova-Yonga à la tête de ce département ministériel. Un mauvais casting pour nous, peut-être un bon casting pour ceux qui gèrent le pays et qui ont décidé d'enterrer l'école parce que l'école a été assassinée. On est au niveau des obsèques, on veut l'enterrer. Elle a quand même des états de service à l'université de Beya qui montrent qu'elle est inapte à organiser de manière probante et les inscriptions et les examens. Mais c'est à lui qu'on confie quand même ce département ministériel. Est-ce une erreur de casting de la part du chef de l'État? Est-ce une volonté du chef de l'État de continuer à tuer l'école? Est-ce l'influence des réseaux? Voilà, est-ce l'influence des réseaux? Donc, c'est tout ça, en fait, pour dire que ici, maintenant, il ne s'agira plus de tirer sur la diaspora
camerounaises qui ternissent l'image du Cameroun. C'est nous-mêmes ici. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est en train de montrer à la face du monde que, comme vous voyez là, nos enfants ils n'apprennent même rien là. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école est finie au Cameroun. C'est eux qui le disent à travers des actes. Et je regarde, est-ce que l'UNESCO peut même valider ces choses-là? Mais comme le Cameroun est membre du comité exécutif de l'UNESCO, on va encore jongler comme on jongle avec le Fonds monétaire international et on va dire. Donc, en réalité, j'ai abouti, ayant émis toutes ces hypothèses-là, la conclusion a été la même. Il faut balayer tout le système. Il faut balayer, il faut qu'en fait, lutte unie sur tout le front. Puisque les élèves ne peuvent pas se plaindre, les parents, l'association des parents d'élèves, on y a mis des enseignants qui, eux, ne peuvent pas parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut commencer une lutte unie sur tout le front. Imaginez des formules où vraiment, peut-être des sittings, peut-être, je ne sais pas, elle-même ne favorise-t-elle pas, j'allais dire, le blocage, parce que c'est ce qui est arrivé à l'université de Beya. Elle envoie les épreuves par WhatsApp. Est-ce que les établissements en Dôme, par exemple, ils vont imprimer ça comment? Non, mais tout. À l'arrondissement de Massour, on va imprimer ça. À Bassamba, on va imprimer comment? Incroyable. Au lycée de Bassamba. Si quelqu'un part de Ndiombe pour aller par les épreuves en Konsamba, il va imprimer et reprendre le camp à quelle heure pour descendre en Ndiombe? Alors, Dominique Audrey, Bomo Bengan pense effectivement que, ne pense pas, parce que beaucoup croient aujourd'hui que c'était un projet d'assassinat de l'école au Cameroun. Beaucoup, d'ailleurs, dans les arguments qui ont été évoqués au courant de la semaine, estiment que le projet du gouvernement, c'est de tout faire pour tuer l'école et maintenir les médiocres qui sont leurs enfants, justement, aux affaires aujourd'hui. Et que vous, enfants de pauvres, en réalité, qui êtes très intelligents et qui pouvez à tout moment, lors d'amener le pion, on vous mettra de côté, on vous balayera. Est-ce que vous croyez que cet argument-là, ça peut passer? C'est une thèse qui, pour vous, est suffisante pour pouvoir justifier ce qui se passe avec le ministère de l'enseignement secondaire? C'est la conclusion qu'on peut avoir de façon générale. Mais maintenant, en ce qui concerne ce ministère précisément, la dame, depuis son arrivée, on était en mars 2018, après le remaniement du 2 mars, les États de 2018 à 2020 font état de ce que l'éducation a drastiquement chuté. La chute et c'est catastrophique. Allez simplement regarder les statistiques de répartition des résultats de chaque année. Vous verrez, on vous dira que le baccalauréat entre 2018 et de 2020 par exemple, il y a eu une baisse de 31%, le bac 13%, c'est énorme. Mais maintenant, en ce qui concerne l'examen de cette année, on va vous dire que concernant l'APC et la PPO qui ont été implémentés à la demande de la Banque mondiale qui avait financé. Donc, vous voyez, voilà une institution qui sort de nulle part, qui vient vous dire, je vous donne 130 millions de dollars et vous allez refaire votre éducation. Personne ne prend la peine d'essayer de voir est-ce que c'est adapté à notre environnement. Est-ce que dans la localité du Nord, on peut appliquer la pédagogie par compétence, l'approche par compétence là-bas? Non, personne ne veut savoir. Est-ce que les enseignants sont suffisamment outillés pour appliquer l'APC là-bas ou bien la pédagogie par objectif? Non, personne ne veut savoir. On a débloqué 130 millions de dollars, et ben on va se répartir ça comme ça et bim, nous voilà, on est quasiment à 10 années avec l'APC. Et la première vague d'élèves qui étaient censés être les premiers baccalauréats APC, les voici, qui ont été évalués sur la PPO. Comment est-ce que vous apprenez à un enfant à marcher avec les pieds et le lendemain, vous lui dites comment on va à l'église là, il faut que tu marches avec les mains. Vous voulez que cet enfant se déplace comment? La tête en bas. C'est impossible. Et on va nous dire que puisqu'il y a eu une erreur administrative, parce que c'est ce que dit le communiqué, on va trouver des voies et moyens pour ne pas pénaliser ces enfants. Entendez en bon français qu'on va leur donner des points. Allez donc maintenant interroger les baccalauréats, les diplômes qu'on donne aux enfants aujourd'hui. Mais vous venez de souligner une chose qui me touche particulièrement, Dominique Audrey. Et là, je l'ai dit ici, environ 2 semaines, je demande aux Camerounais d'aller chercher la charte de l'impérialisme et lire cette charte. Alors, lorsque une institution de Bretton Woods vient donner un peu plus de 100 millions au Cameroun pour lui demander de changer les approches d'éducation, de reformer, vous vous rendez compte qu'on est dans le même système esclavagiste qui voudrait que l'on fasse tout pour tuer ceux qui peuvent être éveillés
avec l'éducation, avec la culture et avec l'école. Alors si aujourd'hui, le professeur Pauline Nalova-Yonga, le chef de l'État et son gouvernement sont dans cette approche justement à respecter les injonctions de ces institutions justement, on peut comprendre finalement que, Dominique Audrey, il y a des collisions incestueuses et le monde est pensé à tuer l'Africain aujourd'hui pour que jamais il s'éveille. Il faudrait qu'on sache que même dans leur pays, ces méthodes sont contestées. Tout le monde n'est pas d'accord parce que ça ne marche forcément pas. Mais ici, c'est le suivisme moutonnier puisque la couleur blanche a dit eh ben, on applique sans réfléchir. Regardez ce qu'on a fait à ce jeune garçon, Gassam, qui s'est retrouvé en Kondengui. Simplement parce qu'il a forward une épreuve. Qu'en est-il? Qui n'a pas commandé. Qui n'a même pas commandé. Qui est tombé dans son téléphone, comme tout le monde a utilisé des épreuves pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'on a fait des personnes qui étaient à l'origine de la fuite de cette épreuve? Au niveau de l'EBC? Oui, personne ne dit rien. Personne n'en sait rien. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. On sait qu'il y a 133 élèves candidats qui ont été punis. On a les enseignants de ces élèves qui les ont aidés à corriger les épreuves qui ont été punies. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec des enfants qui rentrent nuitamment. On a des épreuves qui arrivent en retard. On a vu des chefs de centre se déplacer pour aller chercher les épreuves. Mais pourquoi la personne qui est censée être à la tête de l'État reste silencieuse? Je veux dire que dans un pays normal, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a repris les épreuves. Quand il y a eu un problème, on a repris l'épreuve et on va vous parler de budget. Mais si dans toute une session d'examen d'une année, que ce soit au baccalauréat et au probatoire, il y a des problèmes, je crois que Madame Nalova-Lyonga devrait se regarder dans le miroir et faire son bilan. Si on se rend compte que on n'est pas bien à cet endroit-là, franchement, quittez le public avant qu'il ne vous quitte. En 2 minutes, Chalamel, peut-être rendre son tablier au plus vite afin de calmer les cœurs ou interpeller la justice à faire son Tu n'es même pas travail. avancé, on est d'accord. Monsieur Michel Ngachou, vous vous souvenez de l'université de Boya avec les étudiants Traîner dans la boue, traînés dans la boue. fouetter. Son bref passage à l'hôpital général et aujourd'hui à l'Ominesec. Bien. L'approche par compétence, c'est quoi, monsieur Michel Ngachou? Il faut que les gens comprennent. Quand on vous dit le corps humain compte combien de parties? Dans l'approche par objectif, vous devez dire la tête, le corps, le tronc, si vous voulez, les 4 membres. Voilà l'approche. Mais l'approche par compétence, vous dites le corps humain compte les parties qui sont les yeux, vous avez le poing. Le ventre, vous avez le poing. Les pieds, vous avez le poing. Donc vous voyez, vous n'êtes pas tenu de respecter les canevas sur les canons qu'on vous a donnés. Or, voilà comment on enseigne aux différents enfants à l'école, comment est-ce qu'on amène les enfants à comprendre. Mais subitement, on propose une épreuve qui n'a... Le drame, c'est que l'épreuve qui est proposée n'a pas été vue tout au long de l'année. C'est pas des choses, ça n'a pas été vu, la formulation. Monsieur Michel Ngachou, quand vous composez à l'époque avec ce qu'on appelait les QCM, questions à choix multiples, monsieur Michel Ngachou, lorsque vous arrivez en fin d'année, vous êtes sûr que non, tout va me battre, mais au QCM quand même, je vais m'en sortir. Mais qu'on ne vous envoie pas les QCM, vous êtes mort. Non, franchement, vous êtes mort. Ça, là, c'était le test. Vous savez qu'ici, là, monsieur Michel Ngachou, je dis, je suis mort partout. Mais les QCM, là, je vais sortir. J'ai quand même bûché. Dès qu'on dit 1, 2, 3, c'est le 3. Vous cliquez le 3. Vous savez. Donc, moi, regardez un peu l'enfant qui est sorti près de la maison, prêt, parce qu'il sait que je vais chauffer mes QCM, je vais m'en sortir, ou que je me suis préparé pour une épreuve de mathématiques. On vous envoie l'épreuve de mathématiques à 17h. Mais humainement, monsieur Michel Ngachou, vous êtes prêt? À 17h? Lorsqu'on vous dit que les gens sont partis de Mbanga, Njombe, je dis n'importe quoi, Mbanga, Njombe, Penja, pour aller prendre les épreuves à la délégation départementale en Konsamba. Attendre le temps que ça arrive, qu'on envoie par WhatsApp, qu'on commence à tirer. C'est pour que vous arrivez chez vous à quelle heure? C'est pour que vous roulez. Dites-moi un peu, monsieur Michel, comme un bandit, vous roulez comment sur l'axe routier? Ça a été exposé, même la vie des proviseurs et des responsables des centres. Gardez la parole, Chalamel. On va marquer une pause comme le veut la tradition dans ce programme, madame, messieurs. On vous retrouvera en deuxième partie. Le sujet, il est assez passionnant.
Bon retour à vous, bienvenue à l'instant si vous vous joignez à Equinox Télévision, mais surtout au plateau de 10-12, le Zénith. Bonjour, bien sûr, aux populations de Yaoundé qui sont de plus en plus nombreuses à nous regarder chaque matin et qui tentent tant bien que mal de mieux comprendre ce qui peut bien se passer au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, les élèves, les nombreux élèves, on dira les centaines de milliers d'élèves à travers le Cameroun qui ont été impliqués dans les examens de baccalauréat de 75 000. Environ 76 000, disons. Merci 75 beaucoup, 500 et poussières. Voilà, ils sont des milliers, hein, c'est très important. Au niveau du baccalauréat, y compris au niveau du probatoire également, et que l'on en soit là avec de pareils scandales. Mais on sait quand même, M. Charlamène Bachou, qu'il y a le BEPC qui est passé sans problème, le CEP qui est passé sans problème. Pourquoi au niveau du probatoire et du bac, ça fait problème? Est-ce que ce n'est pas le fils du bac concrètement qui fait problème aujourd'hui? Le drame, c'est que c'est les derniers événements de ces jours. Même Minéduc, même ce n'est pas excusé. Parce qu'il faut le dire qu'il y a eu un problème avec les noms des candidats au ministère de l'Éducation de base. Rappelez-vous, oui, monsieur Michel Ngachou, il y a eu des problèmes avec le ministère de l'Éducation de base au sujet des compositions des enfants qui ont tous passé les différents examens et ont fait les choix des différents établissements où ils devaient composer les différents... Ceux qui ont choisi le lycée de Deido, ceux qui choisissaient le lycée, c'était le Minéduc qui devait établir la liste. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des noms qui sont sortis ailleurs, alors qu'ils avaient choisi au départ le lycée de Deido, ou le lycée X, ou le lycée Y. Il y a eu ce souci où des candidats se sont retrouvés, ou des parents se sont retrouvés injustement à accuser certains responsables d'établissements secondaires, comme le lycée de Deido, M. Michel Ngachou. On leur a tensé que ce sont, alors que le choix est fait depuis le ministère de l'Éducation de base. Ça, c'était juste en passant. Et repréciser, M. Michel Ngachou, qu'il se raconte là-bas que entre Madame le ministre et le directeur de l'OBC, il n'y a pas de courant. Le courant ne passe pas entre les deux. Mais comment le chef de l'État, puisque vous avez dit il procède par des décrets, prise de nomination par décret, comment le chef de l'État peut lui-même plomber, permettez-moi l'expression, le système. Plomber le système. C'est le chef de l'État qui a un problème ici. Mais on est obligé d'aboutir à ça. Si les deux ne s'entendent, si c'est effectif que les deux ne s'entendent pas, on est obligé d'aboutir à ça. Puisqu'il se raconte dans les couloirs que dès qu'on a commencé à décrire la situation de ces examens, Madame le ministre, en sortant de son bureau, disait on est en train de me faire des coups bas. On me fait les coups bas. Comment c'est que les nominations approchent? Les nominations, on est en train. C'est ce qu'elle disait avec la colère dans les différents. Est-ce qu'on va placer ça sur les émotions? Je dis non. Je dis non. Pourquoi à l'époque de Mbatsogo, de l'ancien directeur de l'OBC, Zachary Mbatsogo, ça n'existait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis à ce que celui qui arrive soit quand même encadré par l'ancien, histoire de lui dire qu'il vient comme consultant, l'encadrer en lui disant comment ça va s'organiser? En 2 années d'organisation des examens, M. Michel Ngachou, il y a l'eau qui coule et on envoie des épreuves par WhatsApp, mais c'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu. Si un proviseur allait chercher l'épreuve, en allant chercher l'épreuve, vous faites l'accident. Vous faites l'accident. Qui perd? C'est votre famille. Ah oui? Vous avez des gars qui étaient obligés, des chefs de centre, de sous-centre qui étaient obligés d'appeler M. Michel Ngachou au renfort des commissaires en disant mets-nous la motard ou des chefs de peloton pour pouvoir faciliter cela. Ce n'était pas prévu. Et les gars ont dit mettez le carburant. Cet argent devait sortir où? Qui devait imprimer? Alors vous allez vous rendre compte qu'on ne veut pas le dire, mais l'eau a coulé. L'eau a coulé, M. Michel Ngachou, parce que qu'est-ce qui certifie? Mais si l'eau a coulé, Charles Amel, comment on explique M. Michel Ngachou a accordé 3,70% de moyenne pour le le baccalauréat aux enfants qui n'ont pas été tenus au courant l'année sur l'approche par... Monsieur Michel Ngachou, la majeure partie des responsables que vous rencontrez de ces centres, c'est des papas. Ça veut dire que lorsqu'on lui envoie par WhatsApp, il va d'abord regarder, dire que ma fille, on imprime ça comment? Elle dit que papa donne d'abord ton téléphone. Elle envoie tic-tic chez elle. Vous voyez, le temps qu'il donne, qu'elle manipule, le temps qu'on connecte, qu'on retrouve sur l'ordinateur, qu'on copie, qu'on installe, qu'on ouvre, qu'on photocopie ou qu'on imprime. Monsieur Michel Ngachou, reconnaissez avec moi que même si vous êtes le cousin de Jésus-Christ, vous aurez tendance à envoyer ça aux nièces. Et puis même, quand on envoie une épreuve sur WhatsApp, on va justement tirer cette épreuve où? Mais oui, c'est dans la bureautique. Hein? Ça veut dire que c'est dans n'importe quel bureautique qu'on va pour faire justement... Mais c'est grave. C'est grave, c'est lamentable. Excusez puisqu'on en parle, bon Bengan, vraiment. Ce sujet dépasse
Finalement, Nadine Gouanfon, moi, tu veux une place ici. Hein. Parce qu'on peut bien comprendre. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, là, reconnaître avec exactitude que nos frères, nos aînés, nos papas du gouvernement, parce qu'à chaque fois qu'on en parle ici, on trouve que Equinox ne dit que ce qui ne marche pas. Mais sincèrement, est-ce que Paul Biya, avec tout le respect que nous devons entrer en avant, n'a pas échoué? Au point où même l'école aujourd'hui est dans la boue quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, Boumon Bengan? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse retrouver des lendemains meilleurs? Pourquoi on ne l'a pas eu dans les années 2000? Pour l'avoir en 2018, 2019, 2021, qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? Mais on avait Adamou Damjoya, est-ce que Voilà. ça se passe comme D'abord, ça? C'est pas... quand on vous dit que Equinox ne dit que ce qui ne marche pas, il faut être content. Parce que le journalisme commence quand le train est en retard. il est en retard. Quand le train est en retard. Tu ne fais pas de la communication. Ça veut dire que tu es dans l'information. Tu vas chercher qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le train est en retard. Y a-t-il eu déraillement? Y a-t-il eu grève des cheminots? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ici, justement, il faut pas se leurrer. Je pense que nous devrons commencer, puisqu'on va vers les interprétations, on a observé, on a émis des hypothèses, on va déjà vers les conclusions. Ça a dépassé le renouveau. Le pays ici a dépassé le renouveau. Mais il s'accroche là. Non, mais justement, il s'accroche, mais ça les a dépassés. Je vous dis ici depuis au moins 5 ans. Ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement de ce pays, le renouveau ne peut plus. Et tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. Mais eux, ils s'accrochent. Ils doivent laisser, non? Même François Hollande, il a dit que ce qui arrive là, je promets aux Français, je ne pourrais pas. La finance internationale a tellement verrouillé, je ne serai pas candidat. C'est une honnêteté. Mais ici, on ne fait que nous enfoncer. Et là, nos enfants, d'abord, sont endettés. En plus, on va commencer à questionner leur diplôme, donc leur savoir et leur connaissance. Demain, ça devient la raison. Charles Lamel nous avait donné un exemple ici d'un ministre qui a chopé chez lui. Quand il va à l'hôpital, il dit, mais quel est le médecin de garde? On dit, mais c'est ton fils, donc vraiment, papa vient. Il dit que non. Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison, bêta, je meurs à la maison. Le gars là, c'est un vaurien. C'est un vaurien. Il est médecin, il a le diplôme de médecin, mais il n'est pas médecin. Il ne peut pas me toucher. Donc, quand il ne peut pas dire ça, son fils, alors qu'à notre époque, tu as un fils qui est médecin, tu vois, tu étais fier de tout. Et il y en a même. Donc, on se pose des questions. Si le gouvernement tue l'école, au vu et au su de 40 millions de Camerounais, papa et maman, susceptibles de donner une éducation rationnelle, qualitative aux progénitures, que doit faire le citoyen parent au moment où nous parlons de cette histoire aujourd'hui? Le citoyen aujourd'hui n'a pas, les armes. Ça devait d'abord commencer par le syndicat des enseignants. Il y en a. Mais on les a verrouillés, ils ne parlent pas. Ils ne peuvent plus. Quand Jean-Marc Bekoko, qui est le président de la centrale syndicale du secteur public, essaie de voir, il a 2-3 gars, quand ils viennent à l'Assemblée, on les prend le même mode, on les a muselés. Or, quand il était encore enseignant, avec lui, Jean-Marc Bekoko, John Bonga ici, un certain là-bas dans le système anglophone, ils ont le trade union, le catholique, association de trade union, quelque chose comme ça. Ils se réunissaient. Maintenant, ils ont pris la retraite, les jeunes sont arrivés, on les a muselés, ils n'ont plus la hargne. Ça veut dire que même ce que Charles Lamel a relevé là, je pense que Dominique l'avait relevé la semaine dernière, les différentes approches qu'on a, c'est d'abord les syndicats des enseignants qui le font. D'abord, ils ne se lèvent pas, ils ne donnent pas les vraies informations aux parents pour se mobiliser. Ça veut donc dire qu'on n'a pas voulu qu'il y ait un cordon, donc un suivi dans ce qu'on appelle la communauté éducative, de telle manière que les parents puissent avoir un moment d'indignation, les apprenants un moment d'indignation et du corps enseignant aussi un moment d'indignation. Il n'y en a pas. Donc quand on a tué la société civile qui devait être la sentinelle de la société, on va assister là et on n'aura même plus de larmes pour pleurer. Avant de venir ça, puisqu'on sort justement de Dominique Audrey, un instant, vraiment l'approche de la Banque mondiale devrait faire peur aux Camerounais.
Non, elle date de très longtemps puisqu'ils se sont rapprochés. Est-ce que les Camerounais sont informés de cela? Il y a eu plusieurs approches. Ils se sont rapprochés, ils ont financé et on a changé la pédagogie par objectif et on a laissé place à l'APC. Donc aujourd'hui, le Cameroun utilise l'approche par compétence. Donc le problème qu'ont rencontré les élèves en classe de terminale, c'était qu'on les a évalués sur une approche qu'ils ne maîtrisaient pas, qui est la pédagogie par objectif, qu'on n'enseignait plus dans les salles de classe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on forme des embouts finalement au Cameroun? Mais quand vous faites la politique par embuscade, comment vous dites aux élèves, ça doit faire peur, c'est Paris, mais... lisez Camara Lai, l'enfant noir. Ouais. Après, il vient vous dire, non, c'est plutôt, vous avez oublié, c'était Richard Wright. Voilà. Richard Wright qui a également écrit Black Boy. Qui a écrit Black Boy. Bon, prends l'exemple de la récitation. La phrase, vous dites souvent, Tamo va au marché. Tamo va à l'école. Tamo va à l'école. Tu ne sais pas écrire, mais tu sais dire Tamo va à l'école. Incroyable. On va sortir chez Alain Bachou. Des solutions évidentes. Je demandais pour finir, Chalamen, est-ce que les populations du Cameroun comprennent qu'elles sont populations et qu'elles doivent passer du cadre de population à peuple, c'est-à-dire des personnes, des citoyens qui peuvent prendre des engagements parce qu'ils ont été dupés, trompés, mentis, investis dans une roublardise? Que doit faire le peuple camerounais, parents aujourd'hui dans cette situation? Demander à ce qu'on balaie tout le système. Quand on vous dit, monsieur Michel Ngachou, que le centre climatique de Tian est à Garoua dans un livre. Quand on vous dit que le centre climatique de Tian est à Garoua dans un livre, ou que la Sanagarou coule dans la Benoué, je rejoins. Dites-moi un peu, monsieur Michel Ngachou. Voilà le livre. Oui, posez-vous les bonnes questions. Depuis combien d'années on ne cesse de critiquer le livre? Le système éducatif, l'enseignement, c'est prendre de l'encre et écrire sur un format blanc. La cervelle de l'enfant, c'est un format vierge. Vous prenez de l'encre que vous maculez. C'est ce qu'il retient, monsieur Michel Ngachou. Ce que nous donnons sur ce plateau, c'est la somme de ce qu'on a appris à l'école. La somme de ce qu'on a appris, plus l'expérience de la vie, l'école de la vie. Alors, ça veut dire que ces 10 dernières années, ceux qu'on a formés, on devrait être satisfait d'avoir de mauvais présidents, de mauvais députés, déjà vous partez sur la base d'un député qui demande qu'on injecte de l'eau, qu'on injecte le vaccin dans de l'eau. Non, mais je dis, posez-vous des bonnes questions. Monsieur Michel Ngachou, vous aurez de mauvais médecins, vous aurez de mauvais enseignants, vous aurez de mauvais journalistes, et par conséquent, c'est un pays à pied. Posez-vous la dernière question. Comment comprendre qu'à l'époque d'Aïdio, où tous ceux qui étaient des responsables n'étaient pas là à l'école, ils avaient au bas mot le CEP. Ce pays était développé et prospère. Et qu'aujourd'hui, on a, comme on dit au quartier, en soc-soc, des professeurs, des docteurs. On coule. Voilà. On coule. Et ça fait très peur, justement. Madame, Messieurs, restez sur Equinox Télévision. Le regard que nous portons sur le Cameroun d'aujourd'hui, la construction que nous voulons de notre pays et le lendemain que nous voulons pour chacun de nos enfants, devrait-on rester muet devant une pareille situation? Ne devrait-on pas avoir peur de la politique éducative mise en place par le chef de l'État et tout son gouvernement réellement? N'avons pas, nous, le sentiment que tout est fait pour que nous ayons des enfants, permettez le mot qui n'est pas fort, idiots dans les jours à venir, s'exprimer comment, dire quoi comment, écrire comment, raisonner comment? Est-ce que nous ne sommes pas là dans une espèce de crainte qui voudrait que l'on fasse tout pour abrutir davantage les Camerounais à ne pas réfléchir, pour ne pas revendiquer suffisamment? Est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir les yeux et allumer nos cerveaux? Les questions méritent d'être posées. Isabelle Carole, les messages ce matin de nos téléspectateurs. Tellement de réactions. Bonjour le plateau, n'oubliez pas qu'en tirant ces épreuves, cela reste gravé dans la machine. Donc le proviseur, avant d'arriver à l'école, les gens ont déjà tous les programmes. C'est grave pour notre pays. C'est Thibaut depuis PK12 qui signe cette réaction. Autre message, moi c'est Serge. L'œuvre donnée en histoire n'avait jamais été vue en classe. C'est quelle classe? C'est dommage, oui. Il n'a pas donné la classe. C'est vrai, c'est ce qu'on dit tout. Ça n'a pas été vu. Bonjour le plateau. Suite à la colère, en 2016, ce même gouvernement avait déclaré qu'il n'y avait rien dans le nozo. Et aujourd'hui, c'est le sang partout. Je vous assure que si rien n'est fait au Minesec, avec tout ce qu'on a eu cette année, ce sera très grave. Dans ce pays, c'est Lucky depuis Bambili qui envoie le message.
Depuis, le média ne parle pas des absents au bac. Les horaires n'étaient pas comme il faut. Il y avait 2 horaires en série D sur le programme de samedi. Il n'y avait pas de l'épreuve facultative. Les épreuves devraient commencer à 9h30. Or, 8h, le PC Fac était déjà là, le TP obligatoire sur le 2e horaire qui n'avait pas de rapport avec le TP de samedi que nous connaissons. Tellement de dysfonctionnement. Vous vous rendez compte? Donc, sincèrement. Madame Naloval, Madame, le professeur doit annuler. Vraiment. On doit annuler. Sont sérieux. Nous croyons quand même que c'est on doit annuler ces différentes épreuves, on doit les annuler. Disons-le, Isabelle et Dominique Audrey, Bombok, Chalamel, est-ce que c'est pas l'image du Cameroun qui est drainée dans la boue par le gouvernement lui-même aujourd'hui? Mais si quelle le gouvernement ne reconnaît pas pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on dira justement à l'extérieur? Quel type de diplôme allons nous proposer quand on sortira de ce Cameroun et dire ailleurs que j'ai un baccalauréat, j'ai une licence obtenue dans une université au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas de nature à critiquer les diplômes que nous obtenons dans notre pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Puisque même le Tchad et la RCA nous ont dépassés. J'entendais les gens qui sont allés à l'école se moquaient de certains de leurs frères qui allaient dire, toi tu as le bac tchadien. Toi, tu es allé faire le bac en RCA. Aujourd'hui, apparemment, les bacs tchadiens et RCA sont plus prisés que les nôtres. Donc, c'est eux qui ternissent l'image du Cameroun à l'étranger. L'image, c'est l'image, c'est vrai. Mais les messages, Isabelle. Vraiment, par rapport à la colère, vous avez raison. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici, la ministre peine à prendre des réactions qui s'imposent. Bonjour à toute l'équipe en studio. Vraiment, c'est déplorable et même désolant la façon dont les examens se sont déroulés cette année. Je pense que l'unique responsable de tout ça n'est nul autre que Madame la ministre qui, ma foi, est inapte à gérer ce département car depuis son ascension à ce poste, les choses vont de mal en pire. Vivement qu'un regard rigoureux soit jeté sur ce secteur afin que les choses changent. Arnold Djekam qui envoie le message. Si on n'arrive pas à organiser les examens nationaux, ce ne sera pas les élections qu'on pourra organiser sans bruit. C'est Mohamed qui signe la réaction. Bonjour mon panel préféré. Un père qui respecte ses enfants aurait mis sa famille au sol et expliqué pourquoi, le pourquoi du comment quand l'affaire ne le concerne plus seul, vu que c'est déjà le commissariat et autres qui a attaché sa famille, donc par respect, il devrait humblement leur expliquer. D'autre part, un commerçant qui a des dettes énormes, c'est normal. Si l'étendue de son commerce y correspond, mais celui qui a des dettes énormes, qui ne respecte pas les échéances et se trouve dans des brigades est un malhonnête. Qu'il dise ce qu'il fait avec l'argent, c'est tout. Yann depuis Tchang qui nous envoie le message. Et bien sûr, dans cette réaction quand même, Isabelle Carole Zupet, on se demande aussi, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, je reviens avec vous Dominique Audrey, est-ce que vraiment une femme, vous êtes avec un mari qui est endetté, quel est le rôle d'une femme, qu'est-ce que peut faire la femme pour amener son mari justement à sortir de ces nombreuses dettes-là? Je vous pose la question parce que peut-être il y a des solutions que d'aucuns peuvent en tirer ce matin. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'avant d'aller s'endetter, la femme a été mise au courant? Est-ce qu'ils ont parlé préalablement et il a dit à sa femme, par exemple... Admettons qu'elle ne soit pas informée. Je ne fais rien. Vous avez pris l'argent pour faire quoi? La femme n'a rien à faire. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous décidez de vous endetter, ça veut dire que c'était pour un projet commun. Et dans ce cas, si la femme travaille, elle peut dans une certaine mesure, tout est organisation. C'est pour ça que j'ai toujours dit que dans le foyer, dans le couple, on combine les apports financiers de chacun et on repartit équitablement ce qui doit être fait en termes de loyer, de ration, d'argent de poche, d'aide à la famille et tout. Donc si on fonctionne comme ça, et même si on a un mari qui est endetté, la femme prendra sur elle de payer le loyer, de gérer même la nourriture et peut-être de s'assurer que les enfants continuent d'aller à l'école sans que ça ne s'ébruite. Dans un couple normal, si votre mari est en difficulté, qu'il ait perdu son travail ou pas, la femme est censée couvrir les arrières et les devants de ce mari sans que personne n'en sache rien. Maintenant, si c'est dans un couple où le mari est respectueux, mais si votre mari ne vous respecte pas, bien entendu, tout le monde devra le savoir. On est mieux pour sortir, Isabelle Carole Zupet, vous, femme, vous, épouse, votre mari contracte autant de dettes, vous n'êtes pas au courant, que faites-vous pour l'amener à en sortir?
C'est difficile parce que j'aurais du mal à digérer son silence, j'aurais du mal à digérer ce genre de cachotterie parce qu'il y a des choses dans le couple qui ne nous incombent plus à nous, mais qui incombent à toute la famille. Donc, il est impératif que vous en parlez parce que vraiment, la responsabilité de tout le monde est engagée. Maintenant, au nom de ce que je suis Madame X ou Madame Y, j'aurai l'obligation justement de voler au secours de monsieur à la mesure du possible aussi. En tout cas, merci à vous, madame, monsieur, vous qui nous regardez ce matin. Un plaisir énorme de partager cette tribune avec vous. Dans un instant, nous serons avec nos amis, bien évidemment, de Sendwave, qui nous retrouveront sur ce plateau pour parler à nouveau de ce produit assez intéressant. Le temps pour elle de s'installer convenablement. Nous rassurons quand même qu'au moment où nous vous parlons, une affaire dont nous avions fait longuement évocation sur ce plateau concernant la dame Marie Sopo Christine. On le sait, une semaine après, depuis la semaine dernière, cette femme a recouvré sa liberté provisoire. Elle, qui était l'ancienne directrice générale adjointe de l'entreprise de golfing, vient de retrouver sa liberté sous condition après quand même avoir mis à disposition un immeuble d'environ 1,5 milliard et prendre des engagements. Il faut bien sûr le rappeler, cette dame, au moment où nous vous parlons, était bien sûr et encore souffrante d'un cancer en phase terminale. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que l'on en soit à ce niveau du procès? Nous y reviendrons dans les jours à venir. C'est pas très tôt. C'est depuis décembre quand même qu'elle est incarcérée. Ce n'est pas très tôt. On parle du comportement des magistrats. Ce Vous n'est pas avez un très tôt. bulletin, vous avez quelqu'un qui est souffrant, mais permettez-lui quand même d'aller se soigner. C'est pas très ses tôt. soins. Alors, elle aurait pu mourir là-bas comme ça. Hein. Oui, elle n'est pas seule. Il y a encore d'autres cas. On a le cas des informaticiens par rapport au cas de la SCB. Bien sûr. C'est la SCB qui sont encore détenus là-bas, M. Michel Ngachou, en attendant qu'une commission soit organisée pour une descente, je pense en Tunisie, au Maroc, pour aller vérifier. Ils sont encore gardés là-bas, des brillants ingénieurs, des brillants informaticiens camerounais. On ne comprend rien. Il y en a plein de sujets, M. Michel Ngachou. Bon. Oui, mais absolument, puisqu'en fait les magistrats savent que ces bisbilles qu'il y a eu là-bas n'intègrent pas les Camerounais. Très bien. Et c'est les Marocains, et ils savent ce qu'ils ont fait, ils manipulaient leurs choses. Mais pour couvrir, comme ils ont fait avec la BICEC, on met les Camerounais devant. C'est malheureux. On va y revenir, justement. Question de reconnaître ce qui s'est vraiment passé dans ce dossier et on en parlera. Bonjour à vous, Aïda, et bienvenue ce matin avec Sendwave. Bonjour. C'est un plaisir encore de partager cette tribune avec vous comme à l'accoutumée. Et vous venez à nouveau nous présenter, bien sûr, non seulement votre rôle chez Sendwave, mais surtout, qu'est-ce que vous nous offrez à nouveau ce matin? Je suis là pour vous parler de Sendwave, qui est une application qui permet aux personnes vivant à l'étranger d'envoyer de l'argent rapidement et à de moindres coûts, directement dans le portefeuille mobile, soit MTN ou Orange. Et vous pouvez trouver Sendwave sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android ou alors Play Store pour les utilisateurs d'iPhone. Et les pays d'envoi qui peuvent utiliser Sendwave, nous avons le Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Irlande. Et là, puisqu'on regarde ce qu'on a en image ce matin, qui reste assez édifiant, comment peut-on s'inscrire et commencer à utiliser ce Sendwave-là? On regarde ce qu'on a en image ou bien? Pour s'inscrire, il vous suffit d'avoir un smartphone, une connexion à Internet. Vous téléchargez l'application soit sur Google Play Store ou alors sur App Store. Ensuite, vous suivez les paramètres qui sont, vous enregistrez. Lorsque vous avez fini de télécharger l'application, vous mettez le numéro de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent, le montant souhaité. Et s'il vous plaît, lors de votre première transaction, 100 euros ou dollars, tout dépend de la monnaie que vous utilisez, est rajouté au montant initial que vous souhaitez envoyer. Ensuite, vous confirmez le nom de la personne et puis la transaction se fait en moins d'1 minute. Et non seulement, puisque nous y sommes, Sendwave, où est-ce qu'il y a des agences au Cameroun où on peut les trouver, Aïda? Pas besoin d'agence. La personne qui envoie l'argent, lorsque on envoie de l'argent, vous recevez directement dans votre portefeuille mobile, oui. C'est-à-dire Mobile Money ou Orange Money. Voilà, donc vous n'avez pas besoin forcément d'être dans une agence prendre cet argent-là. Oui. Alors, il y en a qui posent des questions quand même à savoir, est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires, des coûts, des frais? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement, Aïda? Est-ce que les frais sont élevés, moins élevés ou pas? Les frais sont moins élevés et il y a certains pays qui ne coupent aucun frais. Oui. Comme sans vous planter. Est-ce qu'il y a des pays au moins dont on peut avoir une idée? Les États-Unis d'Amérique, oui. le Canada et
l'Angleterre. D'accord. Alors justement, puisqu'on avance, qu'est-ce que vous dites concrètement aux téléspectateurs ce matin sur cette application, sur cette utilisation, sur ce produit Sendwave? Est-il fiable ou pas? Sendwave est très fiable. Nous aimerons vous dire que nous avons une licence dans tous les pays d'envoi ainsi que tous les pays destinataires avec qui nous opérons. C'est très pratique, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de quitter le chevet pour aller faire la queue dans les agences pour envoyer de l'argent à vos proches au Cameroun. Il vous suffit juste d'avoir un smartphone, une bonne connexion Internet et puis suivre les instructions. Une autre raison pour laquelle vous devez utiliser Sendwave est que nous avons une équipe d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de vous assister lorsque un problème surgit lors de votre transaction. Alors, est-ce qu'il y a un mot, je veux dire, un argumentaire de clôture, Aïda? Oui. Pour nos utilisateurs canadiens, vous n'aurez plus besoin d'entrer le code CCV après avoir téléchargé la dernière version de l'application. Et pour nos utilisateurs français, nous avons remarqué qu'en fonction du montant de la transaction et de votre banque, une autorisation bancaire pourrait vous être demandée afin de valider le virement. Lorsque cela est le cas, vous cliquez sur OK, le message qui apparaît sur votre smartphone. Ensuite, vous entrez dans l'application mobile de votre banque. Vous essayez de localiser la transaction Sendwave. En attente de validation, vous cliquez dessus et vous validez avec votre code secret. Lorsque cela est fait, vous retournez dans l'application Sendwave et vous allez voir que votre transaction a été effectuée avec succès. Merci. Merci bien, Aïda. Il faut bien se dire, comme vous l'avez très bien mentionné, aucun frais et taux de change avantageux, livraison rapide, dites-vous, sécurisée. Et merci infiniment d'être passé chez nous ce matin, Aïda. Merci. À bientôt. Allez, nous retournons avec vous sur ce plateau, Madame, Monsieur Charles Amembachoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozopet. Nous sommes toujours unis pour la même mission, une mission d'information, une mission d'éducation, une mission justement d'appel, ou si vous voulez, de compréhension des réalités qui nous entourent aujourd'hui. Comment rester fier en tant que Camerounais? Y a-t-il encore, on peut encore se dire aujourd'hui qu'on peut être fier des Camerounais? Bon, on est tous fiers d'être Camerounais, mais comment donner plus de... redorer le blason de la fierté camerounaise de Dominique Audrey aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ceux qui ont sali le Cameroun, punir toutes les personnes qui ont décidé de faire du Cameroun la risée du monde aujourd'hui. En commençant par qui? Créer le cimetière de la honte avec Charles Armel. Oui, c'est un projet. J'ai déjà la terre déjà. J'ai déjà la terre. Ah d'accord. Oui, j'ai acheté le terrain, vraiment, je peux vous rassurer. Oui. C'est où ça? Je vais payer les creuseurs. Pourquoi vous voulez ça? Aujourd'hui, on a déjà la terre, le cimetière sera là, on a tous les noms. Ok. Les noms de ceux qui seront enterrés là-bas. Des morts. Ouais. Des vivants on va et des les dépassés. exhumer, on va les entasser là-bas. Donc, Et il y aura une pancarte. ici, le cimetière de la honte. poubelle de l'histoire. Ici, gît celui qui avait volé les 180 milliards de Covid. Merci. Eh bien, affaire Covid, ça continue encore de faire grand bruit. Vous le savez, la semaine dernière, signé bien sûr par Gaston Combal, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, il y a eu un premier document qui laissait entendre qu'il devait avoir débat autour de la gestion des 180 milliards et surtout du rapport d'audit final de la Chambre de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et le lendemain, rapidement, virement à 90 degrés, on est revenu à autre chose. Comment le dire qu'on ait choisi de ne pas informer les Camerounais sur qui a fait quoi dans ces 180 milliards? Est-ce qu'on devrait prendre très au sérieux l'attitude de l'Assemblée nationale? Et au final, ne sommes-nous pas en face des pantins appelés élus du peuple aujourd'hui? Charles Amel a voulu évoquer une histoire tout à l'heure. Celui qui aurait demandé qu'on injecte, qu'on mette c'est quoi? Le Covid dans quoi? Le remède du Covid dans le Dans dos? les bouteilles d'eau, organiser une promotion Les spéciale. Ouais. Promotion spéciale avec les entreprises blassicoles et faire boire à tout le monde. Non, moi, je reviens. Non. C'est terrible. Hein? J'ai dit, même si les députés ne reçoivent pas le rapport final, ça ne devrait pas entacher le travail de la justice. C'est deux pouvoirs différents. On se rendre compte que les députés sont sous la botte du gouvernement. Maintenant, le pouvoir judiciaire va-t-il se déployer comme pouvoir? Il fallait d'abord les apprécier. Je pense que le peuple camerounais l'a fait. Parce qu'ils ont commencé à travailler sur un rapport préliminaire. Ce n'est pas fini. Parce que le magistrat peut commencer son travail sur la base de soupçons. Il te met un examen sur la base d'un article de presse qu'il a lu là-bas. Donc, il peut faire. Maintenant, demander à obtenir cela. Donc, le député peut faire une commission parlementaire ou pas. Ils peuvent s'acoquiner avec le gouvernement.
et c'est sous la botte de l'exécutif, comme le dit l'article 18 de la Constitution, ça ne devrait pas empêcher les magistrats, le pouvoir judiciaire, de se saisir du dossier et de punir. Sont-ils donc libres au Cameroun aujourd'hui? Voilà, la question est posée. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet, qu'est-ce qui fait le buzz depuis 48 heures sur la toile? Nous sommes lundi quand même. Bien sûr, on va rester et reparler encore de cette histoire de Covid-19 et avec bien sûr cette autre décision justement qui fait allusion à cette stratégie de riposte contre cette pandémie. Alors c'est pour ça qu'on a donc choisi de s'intéresser justement à cette note qui a fait le tour sur la toile, signée bien sûr de Georges Elanga Obam, qui est donc ministre de la décentralisation et du développement local, et dans justement lequel il s'adresse à tous les préfets et il leur exhorte et il leur demande de bien vouloir inviter magistrats municipaux sur leur territoire de commandement à prendre toutes les mesures utiles en vue justement de la mise en place pour stopper les mécanismes adéquats pour vaccination de masse des populations résidant dans leurs différents territoires de compétences. Urgence et importance particulièrement signalées. Donc désormais, il faut bien qu'il y ait cette communication. Désormais, il faut bien que dans ces différents territoires de commandement, que les populations se fassent vacciner contre ce coronavirus. Pourquoi cette mobilisation tout autour par rapport à ces vaccins et pas quand il s'agit d'autres choses? On fait l'effort de rester muet. Dans tous les cas, sur la toile, les internautes ont vite fait de pouvoir, on ne va pas reprendre leur terme ici, mais exprimer leur courroux. Mais il faut d'abord dire, Isabelle Carozopet, tout en regardant la caméra, et dit aux Camerounais que Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, ne nous a pas encore fait le rapport de l'injonction qu'il a adressée aux magistrats municipaux il y a une semaine et plus, leur demandant sous 8 jours de lui faire à lui, le ministre, le rapport de la gestion des fonds Covid pour chaque mairie. On n'est pas encore sorti de là. Pourquoi est-ce qu'il nous ramènera sur le terrain? Parce qu'il estime que la santé est peut-être prioritaire. Il faut d'abord sauver les populations avant de voir peut-être plus clair dans les rapports. Est-ce que ce n'est pas de la diversion? N'allez pas demander si c'est la diversion. Je vous la pose la question. Oui, mais on écoute là, on nous parle de vaccination, on ne sait plus à quelle heure, à quel moment et tout. Encore que de l'autre côté, ou encore dans ces pays où on a vu des milliers de personnes décédées aujourd'hui avec l'euro, on voit comment dans les stades c'est plein à craquer et tout. Comme quoi le Covid aussi de ce côté commence à prendre du recul et tout. Puis, vraiment beaucoup plus encore ici. Vraiment, je crois que c'est de la diversion pure et simple. Parce que là où on les attend, sur des rapports, sur des transparences, sur justement les comptes rendus concernant cette gestion des fonds Covid-19 qui ne cesse de faire jaser aujourd'hui. On a besoin justement d'être informé là-dessus. On a besoin de savoir comment est-ce que cet argent a pu être géré, pourquoi est-ce que le peuple à qui était destiné cet argent n'a pas pu vraiment bénéficier de cela en termes de mesures barrières par rapport à cette pandémie. Ça veut dire qu'effectivement, si la pandémie prenait de l'ampleur comme dans les autres pays, on serait tous décédés, mais alors tous. Pourtant, il y a eu des fonds qui ont été alloués pour permettre aux populations vraiment d'être à l'abri de la pandémie, comme quoi la santé des populations n'est pas prioritaire pour ces personnes. Dominique Audrey, sur cet appel de Georges Elanga Obam, de la décentralisation et du développement local, est-ce que ce n'est pas l'occasion de demander à ceux qui avaient au moins, ceux qui ont des cartes d'électeurs et qui disent avoir voté, les maires et consorts, d'aller au moins leur dire: faites-nous le compte rendu de ce que vous avez fait dans vos mairies concernant le Covid-19. C'est pas au moins par là qu'on pourrait commencer. Non, on vous a demandé de vous vacciner. Vous vous vaccinez. C'est là où on vous attend. Et pas ailleurs. Ouais. C'est ici que chacun va prévaloir sa liberté, va faire prévaloir sa liberté. Ici, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire ou pas. On ne les a pas vus se vacciner, sauf si vous l'avez vu se vacciner. Quelques-uns. Lui, qui est à l'origine du communiqué, s'est fait vacciner. Monsieur, non, pas on l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu, personne. Peut-être l'a fait, mais moi, je ne l'ai pas vu. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, libre à lui de donner les injonctions aux mairies. Je vois mal quelqu'un aller obliger un citoyen à se faire vacciner chez lui. Je ne vois pas comment quelqu'un pourra... Bon, maintenant, si vous vous faites vacciner, c'est que c'est votre bon vouloir et libre à vous. Maintenant, tant que ça n'empiète pas, ma vaccination n'empiète pas sur la non-vaccination de quelqu'un d'autre, ça va. Maintenant, est-ce qu'on nous a dit si ces vaccins peuvent nous faire... nous immunisent totalement contre le coronavirus? Non. Pourquoi vouloir faire que les gens se vaccinent pour quelque chose dont vous n'avez même pas la maîtrise, vous ne donnez même pas les informations, mais chaque jour vous sortez des communications autour. Vous voulez que les gens se vaccinent à quoi? Comme c'est la force là, mettez ça dans l'eau comme quelqu'un a dit.
et on verra, puisqu'ils ont décidé visiblement de tuer ces entreprises brassicoles. Parce qu'il faut s'attendre à ça. Puisque quelqu'un dit, mettez ça dans l'eau et organisez une campagne. Ce qu'on va réussir à faire, c'est que les ventes de jus, de bière et d'eau et tout ça vont drastiquement baisser parce que beaucoup de Camerounais ne sont pas prêts à prendre ce qu'on appelle vaccin. Donc ces entreprises brassicoles ont intérêt donc à se prononcer en disant non, on ne compte pas en mettre dans nos eaux. Sinon, les Camerounais peuvent avoir ça en idée que vous avez mis ça dans l'eau qu'ils consomment. Et ça, c'est même d'ailleurs une déclaration qui peut sonner très mal et qui peut faire très mal, bien sûr, aux entreprises qui font dans les traitements d'aujourd'hui. Bien sûr. Puisqu'il y en a aujourd'hui qui n'attendent que les petites cavales comme ça, aller rapidement. On vous dira que dans telle eau, on a mis telle histoire. C'est terminé très pour dangereux. l'entreprise. Comme un député propose ça. Il est sérieux. On en parlera de ce député-là. Mais je voudrais que vous nous dites concrètement, lorsque le ministre de la décentralisation pose de pareilles injonctions, est-ce que les maires, même d'abord des arrondissements, sont si crédibles pour pouvoir parler aux populations afin d'être écoutés et leur imposer des vaccins? Je ne savais pas que ce ministre était un va-t-en-guerre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'amène à imposer le vaccin aux populations? C'est pas possible. Donc, La distraction. Ce vaccin n'a pas suivi le processus normal. Et puis donc, on ne devrait pas l'imposer. Moi, je ne serai pas vacciné. Même si on dit que tous les Camerounais vaccinés, vous ne serez pas. Je ne vais pas me vacciner. Donc vous n'êtes pas d'accord que la pandémie... Non, c'est lui. Oui, la pandémie existe. Il est libre. Qui en a dit, la pandémie existe. Et Corona sera inscrit dans le fichier des maladies jusqu'à la fin de l'humanité, s'il y a une fin. C'est une grippe qui est compliquée, on sait. Mais c'est qu'on voudrait le ministre, qu'il propose à ses collègues du gouvernement qu'on réhabilite, ou alors qu'on mette en mouvement enfin l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Ils ont abouti quand même à avoir des médicaments améliorés. Parce que personne ne soigne la grippe, qu'on ne vous trompe pas. On ne soigne pas la grippe. On soigne le coulé nasal et la toux. C'est le corps humain lui-même qui soigne la grippe. Donc, qu'est-ce que nous pouvons manger pour développer la capacité immunitaire du corps? C'est ça qu'on a besoin. Fondamentalement. C'est ça qu'on a besoin. Alors, donc, ils nous donnent à manger. Ils nous donnent le riz thaïlandais qui est même en pénurie. Et après, ils vont commencer, on va manger quoi? Le riz. Qu'on va tuer les globules blancs. Comment on va développer le système immunitaire de notre corps? C'est là où on devait aller, justement, pour faire face. Et là, il y aura donc une petite poignée de la population qui pourrait ne pas résister à cette grippe méchante, et le bête des médicaments, on pourra les tenir, on pourra les soigner parce que le système respiratoire a des problèmes, ainsi de suite. Mais ce qu'il fait là, en fait, c'est du braquage de la population. Qu'il donne l'argent aux collectivités territoriales décentralisées pour qu'ils puissent mettre en place la décentralisation, créer des activités génératrices de revenus, ainsi de suite. Est-ce qu'il a des bras libres aussi? Charles Badjou, qu'est-ce que vous dites de cette sortie du ministre de la décentralisation et du développement local? Monsieur Michel Ngachou, éclairez-moi. Entre le ministère de l'administration territoriale et le ministère voilà. Qui commande les c'est le ministère de l'administration territoriale, justement. Donc il est même entré, il veut provoquer Atangandi. Vous avez vu que... il veut provoquer Atangandi. Vous avez vu que même sur la formulation, ça veut dire ça va m'aboutir. Quand Atangandi risque de dire qu'il y a un plan contre lui au gouvernement, voilà la provocation. Voilà la provocation. Vous voyez, voilà déjà la provocation. Il fait l'effort de faire moins de sorties, de se faire discret. Oui, n'allez pas le réveiller. Vous voyez la provocation de Mindevel. Occupe-toi de tes maires. Pourquoi est-ce qu'il n'adresse pas directement cela au maire? Bien sûr, pourquoi a-t-il besoin de ces services? Là, il a dit au préfet. Et sous-préfet, dans les différentes circonscriptions, de mettre tout en œuvre. C'est une injonction, monsieur. Bien sûr. Qu'il ne doit pas faire. Il a ses délégués départementaux qui s'occupent de ça. Qu'il laisse les délégués départementaux d'arrondissement de Atangandi tranquille. Merci. Autre sujet, Isabelle Carozo. Autre sujet, il faut dire, Michel, qui a ces images qui ont fait le tour, bien évidemment, de la toile. Ces populations du quartier Newton, aéroport, qui se sont réveillées, bien évidemment, avec beaucoup de difficultés, ça, il faut le dire, avec des casques qui
qui ont été enregistrés donc de ce côté-là, où la mairie de la ville conduit bien sûr par le premier adjoint préfectoral. On a eu des opérations de casse. Est-ce qu'on peut voir les images avec le concours de la réalisation pour voir justement ce triste spectacle de ce côté-là, où on pourra voir comment ces populations qui sont désormais malheureusement à la belle étoile de ce côté-là. C'est vrai que beaucoup se sont levés, se sont opposés justement à ces casses, ce qui n'a pas freiné les engins pour pouvoir continuer toujours dans ce sens-là. Et des personnes même ont été interpellées. Jusqu'ici, on n'a pas les images. Bon, peut-être que dans tous les cas, il faut retenir que c'était assez triste de ce côté-là, parce qu'il y a eu des démolitions qui ont été bien évidemment enregistrées de ce côté. Il faut noter que l'opération visait à libérer ces espaces autour de la zone aéroportuaire. Donc, en même temps, c'est pour protéger ces populations qui estiment qu'on n'est pas en train de les protéger, on est en train de les jeter dans la rue. On parle quand même d'un peu plus de 300 familles, Dominique Audrey. Un peu plus de 300 familles dégarties à ce niveau-là, au niveau de Newton Aéroport, ici à Douala. On peut comprendre justement que ces familles soient installées là et que ce soit un espace, si vous voulez... Non, c'est pas compréhensible. On peut comprendre que elles se soient installées. Et comment expliquez-vous que le gouvernement, que le préfet, les préfets les voient s'installer, on ne leur dit rien, on vous laisse vivre un moment et on vous dégarpille. Des années après. 20 ans quand même de Dominique Audrey. Vous voulez dire que vous n'avez jamais vu sur une maison qu'on a mis la croix de Saint-André et que le propriétaire est venu mettre la peinture dessus? Non, je n'ai pas dit il en existe. Voilà. Ça veut donc dire que même si on leur a demandé de partir de là, ils ont certainement persisté pour rester. Charles Amel a déjà développé une colère ici sur les risques de construire autour des aéroports. Même à part le fait que l'avion peut atterrir sur votre toit, vous aurez des problèmes de santé. Oui. Donc, en restant là-bas, ces gens s'exposent au nom de ce qu'on n'a nulle part où aller. Mais investir pour construire à cet endroit-là, ils auraient pu le faire ailleurs. Donc, c'est pour leur bien. Et quand on aime bien, on châtie. Donc, si on les enlève de là, bah, je suis désolée, ils doivent se débrouiller comme les autres. Ah bon? Oui. C'est Dieu quand même. Hein? Parce qu'il ne faut pas dire que vous protégez les gens, vous les protégez, on est solidaire avec les pauvres citoyens, et ne pas leur dire qu'ils font quelque chose de mal. Parce que vouloir les caresser en disant pourquoi le gouvernement les a laissés s'installer, lorsqu'ils s'installent, même quand on leur demande de partir, ils persistent à rester. D'autres vous diront, ici c'est notre village, on a nos ancêtres. D'autres vous diront que non, on ne peut pas pour le moment, on va rester, on fait d'abord provisoirement. Non, non, non. Ils savaient depuis le départ qu'ils n'ont pas le droit de s'installer à ces endroits-là. C'est nocif pour la santé. Donc, si c'est aujourd'hui que c'est arrivé, comme pour M. Mbassadine qui a décidé de restituer le trottoir en sanctionnant, je crois qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, avec le bon cœur, la bonté voudrait quand même qu'on essaye de trouver où est-ce qu'on peut les envoyer provisoirement. Mais à la base, ils n'ont pas leur place là. Vous êtes d'accord avec Dominique Audrey, Charles Mbachou? Monsieur Michel Ngachou, je pense que si vous ne voulez pas qu'on occupe votre espace, vous prenez les dispositions adéquates pour empêcher que quiconque ne puisse occuper votre endroit. Vous pouvez utiliser une barrière provisoire, vous pouvez utiliser une barrière définitive, vous pouvez utiliser des fils barbelés, vous pouvez pour pouvoir vous prémunir en disant personne, accès interdit à des plaques d'immatriculation. La ville de Douala. Je vous aide. Lorsque vous allez à Yaoundé, au niveau du Mont Febe, pour les randonneurs, il y a quand même des espaces là-bas, on vous dit espace privé appartenant à la SNI. Voilà, donc c'est bien martelé et c'est bien. Monsieur Michel, non, pas Monsieur Michel, il y a autre chose. Là, c'est un besoin pressant, rapidement, on satisfait, on continue, on ne s'installe pas. Monsieur Michel Ngachou, la ville de Douala est une ville qui relève d'une curiosité planétaire. Rien de ce que vous faites à Douala ne vous garantit que ça vous appartiendra sur 10-20 ans. La preuve, regardez les vitesses avec lesquelles entre 2010 et 2015, on a eu à casser à Douala. Tous les secteurs, il y a eu des expropriations terribles. On a cassé plein de personnes. On a dû faire bouger. Tout récemment, on a commencé avec Bonaloka. Vous avez vu une partie de Bastos. C'est après qu'on a appris que c'est certains bobos qui étaient derrière le projet, qui voulaient récupérer, M. Michel Ngachou. Vous savez, Bonaloka, Newton Aéroport, dans une zone où on dit on ne veut pas que les gens s'installent. Comment l'administration vient installer des chefs? Vous avez les chefs traditionnels, les chefs qu'on a installés à Newton. Ça a commencé. La loi interdit que vous ayez un branchement d'eau électrique.
Voilà. quand vous êtes dans une zone interdite. Interdite. Mais Comment? ces gens, ils sont allés à la tournelle. J'allais y arriver. Bon. Comment est-ce que les autorités ont fait pour venir installer des chefs? Il y a eu même des palabres là-bas que les sous-préfets sont allés arbitrer. Expliquez-moi. Comment se fait-il que dans une zone comme ça, là, on descend faire des campagnes, c'est reconnu. Vous regardez bien dans l'agenda, c'est reconnu. Allez à la mairie, vous allez voir. Ce quartier est connu. Mais quand on se lève un matin, c'est le sous-préfet qui devait dire attention. On a déjà 3-4 maisons, comme l'a fait Maxi. Ne vous y installez pas, c'est la propriété libérée. Tôt ou tard, on va vous casser. Tôt ou tard, voici les croix de Saint-André. Ne construisez plus, n'achetez plus le terrain, qu'on fasse de grosses pancartes, qu'on installe. Mais rien n'a été fait. Comment les populations font d'abord pour justement entrer en possession d'un terrain dans ces zones? Et certains ont des titres fonciers là-bas. Comment on fait? Si c'est une zone portuaire qu'on veut protéger, comment on fait pour justement avoir un terrain? Ça veut dire un titre foncier. Un titre foncier, justement, ça coince. Et à ce moment, vous comprenez donc que vous êtes d'accord que ce n'est pas une zone justement pour les habitants, ou encore pour permettre aux populations de pouvoir y rester. Mais vous leur permettez quand même de rester là. Des personnes, des familles, des pères de famille qui ont 60 ans, 70 ans aujourd'hui, est-ce que ces personnes ont encore les mêmes capacités de production? Non. Aujourd'hui, maintenant, vous parlez de casse. Vous parlez de casse parce que vous voulez sauver une zone aéroportuaire et tout. Mais là, on est plutôt... c'est pour donner aux bobos. Ils ont fait ça ici à Bali. Voilà. À côté de la station-service, il y a un quartier là qu'on appelle du Colo. Ça veut donc dire qu'il y a forcément des particuliers Hôtel Hilton. On viendra. Après, on leur a d'abord dit expropriation pour utilité publique. Après, on leur dit que c'est un particulier qui va installer un hôtel. Après, ce n'est plus le même hôtel, c'est un autre. Non, vous voyez, il y a un cheminement de cruauté. Il faut utiliser les noms comme ça. C'est la cruauté. Premièrement, il faut d'abord recaser les gens parce que ce sont vos populations. Si vous ne les indemnisez pas à coût d'argent parce que votre laxisme a fait qu'ils se soient installés, au moins vous les recasez quelque part, vous leur montrez une zone de recasement. Vous n'attendez pas la saison de pluie, des événements. Donc voilà. il y a des choses. Voilà. Non, c'est cruel ce que l'administration est en train de faire. Ça ne se fait pas. Au moins, appeler le génie militaire. Trouver une zone, le génie militaire va construire 2 chambres salon, je ne sais pas moi, pour les recaser. Encore que ça ne demande pas aussi beaucoup. On va prendre quelques messages également de nos téléspectateurs qui nous laissent d'ailleurs. Nous en laisse autant pour moi. Voilà, je perds mon latin. Tellement le Cameroun a des réalités qu'on se pose la question, mais on vit finalement dans quel pays? Et à chaque fois, il faut peut-être le dire ici et rappeler aux Camerounais. Dire que les choses politiques ne m'intéressent pas. Vraiment, je ne fais pas la politique parce que ce n'est pas mon affaire. Vraiment, les choses politiques, allez parler de ça là-bas. Il faudrait que les Camerounais arrêtent de penser pareillement. Parce que lorsque vous dites « je ne fais pas la politique », elle va vous faire. Et là, ça fait 39 ans aujourd'hui que nous vivons sur une politique qui peine justement à nous montrer de bons résultats. Eh bien, qui sont ceux qui souffrent? C'est 40 millions de Camerounais. Qui sont ceux qui sont bien? C'est une poignée de Camerounais qui, voilà, se fait justement les richesses du pays. Et vous narguez carrément chaque jour. Donc, si les Camerounais, il n'y a pas un éveil de conscience, si on ne se lève pas en allant chercher, j'ai mal dit ici, le savoir c'est dans les livres. Il faut lire. Il faut lire, il faut être un papivore, chercher tout ce qu'il y a comme information, il faut lire. Non, et les docteurs, les agrégés qui nous disent pas. Il faut dire aux populations de lire. Ils connaissent le livre, non? Il faut connaître son droit, il faut connaître les textes de la République, qu'on arrête justement de manipuler autant les Camerounais et de faire de ce pays ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est regrettable quand même. Isabelle Carole. Bonjour chers panélistes, vraiment nous ne nous voilons pas les yeux, le pays est affaibli par son gouvernement vieillissant, pas d'emploi, pas de contrôle dans tout ça, le président de la République est fatigué, il ne voit plus ce qui se passe, madame la ministre a échoué et personne ne dit rien, c'est signé Patouki Roger depuis Banjok. Autre réaction... les cours sur lesquels on a évalué au bac dans l'histoire, géo-ECM, philosophie n'ont rien à voir avec le programme en cours. Comment est-ce qu'on peut nous donner une structure dont on ne nous a pas appris la méthodologie? Il faut que l'OBC soit indulgent face à ceci.
Mais c'est aussi grave si l'OBC devient indulgent. Ça veut dire qu'on va passer le bac avec 2 en français, 5. Bon, on Accorder reprogramme seulement. alors. Mais reprogrammer, ce sera encore évident, ce sera possible à cette heure. C'est ce qu'il faut Attendez. faire. Dame Joya, à l'époque, ministre de l'Éducation nationale, qui allait de l'école maternelle au supérieur, avait programmé, il avait reprogrammé des épreuves comme ça. En Côte d'Ivoire, dernièrement, on a reprogrammé les épreuves. Le problème, c'est où? Si vous voulez former vos citoyens, vous voulez les instruire véritablement, vous les mettez à niveau. Autre message, vous perdez votre temps avec la ministre Nalova Longa, c'est comme ça qu'elle fonctionne depuis l'université de Buea. Mais comme au Cameroun, on aime les mauvaises gérances, elle va détruire l'école secondaire. Au Nozo, l'école ne marche pas car les sécessionnistes ne veulent pas. Et l'autre côté, on voit Madame Nalova qui fait tout pour détruire l'école dans le reste des régions. C'est tellement compliqué dans ce pays. Et nous qui allons à l'école, aura-t-on encore une chance ? La question est posée. Bonjour le plateau, j'ai vraiment honte pour ce pays et nous qui sommes candidats au baccalauréat, on se pose bien la question sur quelle base est-ce que tout cela va se dérouler, ces corrections. Vraiment c'est tout un mystère, hein, comment ces corrections vont se... Comment est-ce qu'on va les évaluer, comment est-ce qu'on va... On donne déjà 3,75 à la base. à chacun. Et maintenant, on va compléter. Non, mais là, vous n'avez donc plus mérité votre examen. Monsieur Michel Ngachou, il faut savoir qu'il y a encore une grosse incongruité qui va donner lieu à un scandale dans quelques jours. C'est que c'est les mêmes enseignants qui corrigent le bac, qui corrigent le BPC. Est-ce qu'ils seront payés cette fois-ci? Parce qu'il y en a qui, de l'année dernière, disent qu'ils n'ont pas toujours été payés. Que font les autres enseignants si à 7 ans on va confier? Vous voyez, c'est-à-dire que ce pays... Hein, autre message, les enfants qui font terminale aujourd'hui au Cameroun ont un niveau tellement bas qui équivaut en réalité au niveau d'un élève de 5e. C'est triste de voir à quel point le niveau scolaire dans notre pays est devenu aussi nul. Je crois qu'il est temps de se réveiller, mais qui va nous réveiller? On peut dire qu'on est dur quand même, hein, mais franchement, parfois prenez la peine de prendre un cahier. Moi, je savais sur un cahier de philosophie d'un élève terminal. Justement, mais tu fais terminale littéraire? Il me dit oui. Et tu écris leçon. Voilà. Le son, c'est-à-dire que le son, c'est incroyable. Mais comment est-ce que tu es arrivé en terminale? Tu as fait comment? Il a commencé par obtenir les diplômes sur WhatsApp. Parce qu'à WhatsApp aussi, on écrit quoi? On écrit le son à WhatsApp. Voilà. Nous vivons simplement l'apocalypse du renouveau. Quand la fin arrive, le temps de Dieu, tout ce que vous faites va à l'envers sans que vous ne vous rendiez compte, croyant que vous faites trop bien. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Carozepet. Merci à ceux et celles qui trouvent toujours nécessaire de nous regarder chaque matin. Rassurez-vous, nous n'allons pas perdre cette énergie. Nous continuerons et nous espérons également qu'il y aura des Camerounais qui vont poursuivre la même aventure. Merci à vous, cher Lamem Batchou, pour cette journée, pour ce début de semaine. Merci Isabelle Carozepet, Mbombengan Kandji, Dominique Audrey. Nous étions unis pour une belle mission. On espère l'avoir bien menée. À demain 12h sur la même antenne.